le jour où tu vas comprendre que 90% de ta vie, tu la suscites toi-même. Il y en a des gens qui te disent il y a la bagarre, mais ils veulent la bagarre. Il y en a, ils aiment la bagarre. Et comme t'es les vafrem, ça t'amène à enechem. Et ce que tes yeux ils vont voir, c'est ce que tu veux au fond. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on refuse, qu'on se plaint, qu'on est dans le déni, qu'on préfère être ailleurs, qu'on est sûr que c'est de la faute de l'autre, à chaque fois, c'est un problème de Emouna. C'est comme ça qu'il faut vivre. Chaque jour, il faut que tu saches pourquoi tu as vécu cette journée-là. Certaines émotions t'empêchent de réfléchir. Si tu vois que tu n'arrives pas à réfléchir, si tu n'arrives pas à poser les choses, si tu vois que tout est amalgamé, si tu vois que tes émotions ils se mélangent avec ta haine et ta rancune et ton envie de réussir et ta peur et ton angoisse et ta névrose, ça veut dire que tu sais déjà que tu es dans les mains du Yetzer Hara. Ça veut dire que ton histoire, elle est fabriquée par tes choix. C'est comme le gars, il fait rien, il travaille pas, il lit pas des livres, il fait pas des maths, il fait pas de la Mishnah, il fait pas de la Gemara, il regarde que des émissions débiles, il joue au billes toute la journée et à 19 ans, il se présente au concours de l'ENA. Non, tu vas pas au concours de l'ENA, tu sais même pas lire. Toi, tu vas aller au concours de l'ANE, c'est les mêmes lettres. A-N-E, tu peux réussir. Mais ce que vous mettez dans la marmite, c'est ça que vous trouvez. Non, c'est vrai. C'est rare de faire une dafina, et quand tu l'ouvres Shabbat matin, tu trouves une tourte aux épinards. C'est rare. Ça veut dire que la situation, elle est là pour te faire grandir. Elle est là pour toi, pour que tu grandisses. Mais si toi, ça t'étouffe de préparer Shabbat, ne t'étonne pas qu'il n'y a personne à table. Quand pas, vous restez pas à table. Alors pourquoi je me suis fatigué? Mais tu l'as fait avec le Amma, le Shabbat. Tu t'es étouffé. Quand tu coupais les carottes, à qui tu pensais? Hein? À qui? À quelle personne? Tu l'as fait le Shabbat avec la Ramma. Et combien d'années on peut manger un Shabbat de Ramma? Alors on ne le mange plus. Ça fait mal au ventre de grandir. Ouais. Parce que prendre des décisions, ça fait mal au ventre. Assumer ses choix, ça fait mal au ventre. Aller au bout, ça fait mal au ventre. Supporter la différence de l'autre, ça fait mal au ventre. Attendre, donner du crédit à un enfant qui te déçoit, ça fait mal au ventre. Eh bien, ce mal au ventre-là, ouais, on appelle ça la maturité. Et si quelqu'un il va dire, oui, mais maintenant, voilà, la vie, elle est passée, tout ça, c'est un petit peu tard pour nous faire ce cours, le Rav, il aurait fallu le faire il y a 20 ou 30 ans. Mais à Odon Kolo, si vous croyez en Dieu, vous savez que c'est pas que dans les 10 ans, c'est pas que dans la semaine d'après, c'est que demain, vous aurez besoin de cet enseignement. Et en tant que grand-père, vous l'aurez besoin. Et en tant que mari de 40 ans de mariage, vous aurez besoin. Et en tant que papa de vos enfants de 40 ans, vous aurez besoin. Et en tant que choix de business, vous aurez besoin. Et en tant que gestion d'une discussion avec un petit-fils qui est en train de péter un câble, vous aurez besoin. Vous comprenez ou non? En fait, c'est la paracha qu'on vient de lire. Vous savez qu'on dit que la lacha, on peut faire l'Avdallah jusqu'à mercredi soir. Donc on est encore dans la paracha de la semaine dernière. Ouais. Et c'est un sujet qui est tellement important qu'on va voir qu'il s'applique pas seulement à la période qui est... On a déjà expliqué quelques centaines de milliers de fois que quand la Torah, elle raconte quelque chose, c'est un enseignement qui n'est pas lié à l'événement qui s'est passé, c'est pas une ponctualité dans l'histoire, c'est un enseignement qu'on peut utiliser dans toutes les générations. Donc quand là-bas, hein, les Bnei Israël se sont trouvés face à ce choix incroyable de décider s'ils devaient envoyer ou non des explorateurs, oui, alors ils se sont trouvés dans une situation qui était compliquée. Mais on va voir que cette situation, en vérité, elle est dans tous les choix qu'on doit faire, dans toutes les décisions qu'on doit prendre, on va se retrouver exactement dans le même esprit. C'est pour ça d'ailleurs que les commentaires, ils font remarquer que la paracha, elle commence par le fait qu'on veut envoyer des explorateurs, la tour est à Arès pour aller explorer la terre, et qu'à la fin, la paracha, on rapporte la paracha de Tzitzit, où c'est marqué « Velo taturu acharei levavchem v'acharei einechem ». Vous vous détournerez pas après vos yeux et après vos cœurs. Et c'est le même langage. Ça, c'est la tour est à Arès pour aller explorer la terre, et ça, c'est « Velo taturu acharei levavchem v'acharei einechem ». Maintenant, de quoi ça parle « Velo taturu » ? Alors le plus connu de l'Otatourou, c'est le fait que quelqu'un, malheureusement, il n'arrive pas à retenir ses yeux quand il voit de la viande
éparpillés devant lui. D'accord? Quand la charcuterie est en vente libre, alors les gens, malheureusement, n'arrivent pas à retenir leurs yeux. Mais il y a une autre lecture, comme c'est marqué dans la Gemara, parce que c'est marqué Velo tatou achare levavchem, zominut, achare enechem, zeznut. Donc en vérité, toute la partie que nous on connaît, qui est la partie des yeux qui vont aller regarder là où il ne faudrait pas, ça c'est achare enechem. Mais achare levavchem, c'est minut. C'est quoi minut? Minut, c'est pas que genre savlanout. Non, c'est pas minute, ouais. Minute, c'est l'hérésie. C'est quelqu'un, il ne reconnaît pas l'existence de Dieu, ouais, il remet en cause l'existence de Dieu. Mais où c'est marqué dans Velo tatou achare levavchem vachare enechem? En vérité, la logique, c'est quoi? C'est qu'il dit Rashi que les yeux sont les explorateurs du cerveau. Le cerveau, il est à l'intérieur du corps, il voit rien, il est à l'intérieur du crâne, il voit rien. Qui c'est qui lui amène les informations? Les yeux. Maintenant, quand c'est marqué Velo tatou achare levavchem vachare enechem, ne vous détournez pas après vos cœurs et après vos yeux. Rashi, il dit Einaim ro'ot ve'alev chomed. Les yeux, les yeux voient et le cœur convoite. Ça va? Mais comme vous êtes des petits malins, ouais, vous dites, mais c'est pas marqué comme ça dans le pasouk. Rashi, il a dit, les yeux voient et le cœur convoite. D'abord tu vois et après tu es attiré. D'abord tu vois la belle voiture du gars et après tu mets la inara. Mais d'abord tu la vois. Si tu l'as pas vu, comment tu vas mettre la inara? Ouais, comment tu vas être jaloux si tu l'as pas vu? Donc d'abord on voit et après on convoite. Mais dans le pasouk, il n'y a pas écrit Velo taturu achare einechem vachare levavchem. C'est marqué Velo taturu achare levavchem vachare einechem. Et pendant des années, j'avais un problème avec ce Rashi parce que c'est pas du tout le genre de Rashi de baratiner, pas du tout, ouais. Alors j'ai trouvé la Gemara qui dit le contraire. Donc c'est des deux lectures, mais on va voir que c'est pas contradictoire. Que la Gemara elle dit le contraire, que d'abord Aleph Chomed, d'abord le cœur il convoite et ensuite les yeux y voient. Maintenant tu dis mais comment je peux convoiter une chose que j'ai pas vue? Maintenant je parle pas seulement des messages subliminaux. Ouais, par exemple, si dans la maison il y a du carrelage et que tu entends des talons, tu sais que c'est une femme qui les porte. C'est rare que les gars qui font 130 kilos, ils portent des talons. Aiguille, ouais. Maintenant toi, le bruit des talons, il a généré chez toi que la personne, elle est déjà venue avec une jupe courte et un décolleté. Et après tu tournes ta tête et tu vois. Donc ça veut dire quoi? C'est quand c'est marqué Velo taturu achare levavchem vachare enechem, c'est qu'un homme en vérité il voit ce qu'il veut voir. Et que d'abord ton cœur, il te tourne la tête, et après tes yeux ils voient. C'est-à-dire que normalement il faudrait qu'on arrive à une madriga, ouais, puisqu'on sait qu'à l'intérieur de nous-mêmes il y a le Yetzer Hara, on devrait arriver à un niveau où on devrait dire pourquoi je veux tourner la tête maintenant? Parce que ça se passe tellement vite, tu entends du bruit, tu tournes la tête. Tu entends une conversation, tu tournes la tête. Ouais, tu entends des gens derrière toi, tu regardes. Quelqu'un qui rentre dans la pièce, tu lèves les yeux. C'est normal, c'est des réflexes. Mais normalement, on devrait être capable de ne pas vivre en tant que réaction, mais en tant que décision, de dire maintenant, je suis en train d'étudier la Torah, est-ce que je dois tourner la tête? Maintenant, je suis assis avec ma femme au café, est-ce que je dois tourner la tête? C'est moi qui dois décider normalement. Mais nous, on dit, mais non, tu sais, les yeux, ils vont, ils viennent, tu vois des choses. C'est pas Chas v'Shalom, on n'est pas des pervers. Mais on voit. On n'est pas aveugle quand même, non, on n'est pas aveugle. Mais pourquoi tu vois ça? Pourquoi tu le vois? Toujours, je raconte cette histoire. Il y a deux. Ouais, il y a un rôle et un nia. Rôle et nia. Vous parlez pas l'anglais? Ah, donc ça fait longtemps que vous avez quitté la France. D'accord. Donc, maintenant, le rôle, il dit, tu as vu la fille en face, sur le trottoir d'en face? Tu as vu la fille? Elle était à moitié nue. Tu l'as vu ou non? Et le nia, il regarde, mais juste à ce moment-là, il y a un autobus qui passe, il y a une bouche de métro, et la fille, elle est descendue dans le métro. Et effectivement, quand le bus est passé, il l'a pas vu. Donc l'autre, il dit, tu l'as pas vu? Il a dit, ah, tu l'as pas vu? L'autre dit, non, je l'ai pas vu. Alors il dit, réfléchis, mais pourquoi toi, tu l'as vu, moi, je l'ai pas vu? Le rôle et le nia. Ouais. Parce que le nia, il veut pas le voir. Mais l'autre, il en rêve la nuit. Il dit, quand je vais voir, quand? Il prie. Matai, Yavo, Azman. Ouais. Donc effectivement, puisqu'il veut, il voit. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'il veut dans son cœur. Et ça, c'est Velo tatru achare levavchem, vachare einechem. C'est-à-dire que le jour où tu vas comprendre
que 90% de ta vie, tu la suscites toi-même. Il y en a des gens qui te disent il y a la bagarre, mais ils veulent la bagarre. Il y en a, ils aiment la bagarre. Ouais. Il y en a, ils aiment les stress, il y en a, ils aiment les tensions. Il y en a, ils aiment le lachonara, il y en a, ils aiment parler des autres, il y en a, ils aiment parler des bêtises. Après, il dit, ouais, c'est quoi cette maison? On parle des bêtises, on parle des autres. Mais toi, tu veux ça au fond? Au fond, tu veux ça. Au fond, t'adores ça, t'adores parler des autres. La vie des autres, elle t'intéresse, la tienne, elle est tellement inintéressante, d'accord? Donc, en vérité, toi, t'es pas Einechem, t'es Levafrem. Et comme t'es Levafrem, ça t'amène à Einechem. Et ce que tes yeux, ils vont voir, c'est ce que tu veux au fond. Ça va? Mais si tu pousses encore plus loin, ça veut dire que celui qui voit l'erreur, c'est qui veut voir l'erreur. Comme celui qui veut voir les défauts, il voit les défauts. Comme celui qui veut voir les qualités, il voit les qualités. Dans tous les domaines. Donc c'est marqué Vélo, Tatouro, Acharé, Levafrem, Vacharenechem à la fin de la paracha. Mais au début de la paracha, c'est marqué quoi? C'est marqué que Vaishlach, il les a envoyés, la tour est à Aretz pour aller explorer la terre. Le problème, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que ils sont partis, d'accord? C'est marqué Shlach lecha anashim veitour et haaretz. Envoie des hommes et ils vont aller voir. Et là-bas, il y a un midrash bizarre, parce que le midrash, il dit quand on dit anashim, Rashi dit anashim tzadikim. Quand la Torah, elle l'appelle anashim, ça veut dire des tzadikim, d'accord? Et c'est quoi? C'était Rashi Aram, ça veut dire des chefs de tribu, donc des notables du Ham Israël, des gens bien, des tzadikim, Talmidei Chachamim, c'est ça qu'on a envoyé. On n'a pas envoyé des debs de la rue, on les a envoyés des gens bien. Mais le Midrash, il dit, c'est Mashekatouv, Sholeach Dvarim Beyad Ksil. Tu envoies des choses entre les mains des imbéciles. Alors le Midrash, il dit, Vechik Silim Ayou Ameraglim, est-ce qu'ils étaient bêtes, les explorateurs? Anashim, tzadikim, c'est Anashim, ça veut dire que c'est des tzadikim. Alors il dit, le Midrash, Bene Adam Gdolim Ayou, c'était des grands hommes. Ve'asu Atzmam Ksilim. Ils se sont rendus eux-mêmes bêtes. De là, vous apprenez un chidouche extraordinaire. C'est quoi un imbécile? Les gens, ils croient un imbécile, c'est quelqu'un qui a un QI peu élevé. Ça s'appelle cervelle de moineau, puisqu'il a, deux QI. QI. Ouais. Il est QI, celui-là, ouais. Et c'est quoi l'intelligent? C'est quelqu'un qui a un grand QI. À partir de 180, 250, ça devient intéressant, ouais. En dessous, c'est bien, ouais. Pour lire le journal. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça l'intelligence. L'intelligence ne dépend pas du QI. Écoutez bien. L'intelligence, c'est la capacité à reconnaître et à gérer le taux d'intérêt qui influence ma réflexion. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, on a une machine à réfléchir qui est extrêmement puissante, qui s'appelle l'intelligence. Mais d'un autre côté, on a aussi un système de détection qui s'appelle l'intérêt, qui oriente notre réflexion. Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à maîtriser ses intérêts vont orienter sa réflexion. Alors à quoi ça sert d'avoir un cerveau hyper puissant? À quoi ça sert d'avoir une voiture de 480 chevaux, oui, qui roule à 250 km/h, 130 au point mort, ça veut dire un gros moteur. Si on est la nuit et que tu n'as pas de phare. Le gars dit, mais je comprends pas, mais t'es un quart d'heure de chez moi, mais je sais très bien où t'es, mais je sais, vas-y, fonce, t'es dans la forêt, tu as 3 virages, t'arrives chez moi. Il dit, oui, mais t'as une voiture de fou, 130 000 euros, mais 450 chevaux, mais une Mustang, mais t'es un malade. Allez, tu dois être là dans 5 minutes. Il dit, mais oui, mais j'ai pas de phare. J'ai pas de phare. Tu vois, des gens, ils ont fait 15 ans d'études, ils ont des gros cerveaux, ils ont grandi dans une bonne famille, mais ils n'ont pas confiance en eux. Et quand tu n'as pas confiance en toi, c'est comme si tu n'as pas de phare. Pourquoi? Parce que celui-là, il est rendu aveugle par la paralysie du manque de confiance en lui. Ouais. Celui-là, il est rendu paralysé par le doute. Et si c'est pas lui, pas lui, encore. Il y a 2 semaines, un jeune couple d'Echnin de Chlou, ils ont annulé un mariage. Pourquoi? J'ai des doutes, et si c'est pas lui, et si je me trompe, et si je rencontre quelqu'un d'autre, ça sera mieux. J'ai dit, mais écoutez madame, vous, mademoiselle, dites-moi les qualités. Elle m'a fait un annuaire de qualités. Dites-moi les défauts. Elle a dit, j'en vois pas. Je dis, il faut y aller là, tu es tombé sur une bombe atomique. Oui, mais, et si c'est pas lui, et si je me trompe, et je suis encore jeune, et peut-être j'ai pas réfléchi, puis c'était le premier chidour. Je dis, mais le bon Dieu t'a évité le doute. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils rencontrent 8 personnes,
Ouais, et après, sur chacun, ils prélèvent un élément, et après, ils essayent de trouver une personne qui comblerait les 8 qualités. Alors, ils trouvent pas. Ils trouvent pas. Alors, il reste toujours, la première, elle était comme ça, la deuxième, elle avait ça, la troisième, elle avait ça, la quatrième. Je voudrais qu'elle ait la beauté de l'un, la finesse de l'autre, la richesse du troisième, la force d'initiative du quatrième, la religion du sixième. Alors, eh bien, cette personne-là, elle est bien éduquée, elle vient d'une bonne famille, le khatan, il est extraordinaire, ils ont toutes les qualités qu'il faut, ils ont la siyata d'Ishmaïa, ils ont la santé, ils ont la parnassa, ils ont tout, mais elle a une maladie qui s'appelle le doute, et ce doute-là, il te bloque la vie. Ils sont pas mariés, ils ont annulé le mariage. Je lui dis, mais là, ce doute-là, il va falloir de toute façon le régler. Parce qu'il est juste, il est rendu, mis en relief par la décision du mariage. Mais demain, il faudra décider, tu fais la lia ou non, tu mets tes enfants dans telle école, tu fais ce travail, il y en aura des questions. Et à chaque question, Audon Kolo, c'est un cousin de Marco Polo, ouais, tu auras le problème de prendre une décision, et à chaque fois, le doute, il va revenir. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te soignes de cette maladie. Alors, à quoi ça sert d'avoir un gros cerveau si le doute, il te paralyse? Ben, c'est exactement pareil. Les intérêts, ils vont détourner la tête. Ils vont te faire penser autrement. Ils vont te faire réfléchir bêtement, par intérêt. Alors, à quoi ça sert d'avoir un QI de 180, de faire 19 ans d'études, si on te fait un petit peu de cavode, on te fait un peu de cirage, et hop, tu deviens imbécile. Si on te fait un reproche, tu deviens névrosé. Si on te fait un compliment, tu deviens nia. Ça veut dire que tes intérêts, ils maîtrisent ta réflexion. Et c'est ça la bêtise. La bêtise, c'est que quand le taux d'intérêt qui participe à ta réflexion, parce qu'il y a toujours un intérêt. On va pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, les Shem Shamaïm, Ani Baba Saleh, Blineder, d'accord? Tout le monde a un intérêt, tout le monde. Mais seulement que tu dois savoir quel est le taux d'intérêt et quel est le taux de déformation de ta réflexion par ton intérêt. C'est comme quelqu'un, il sait qu'il tire bien, il sait qu'il vise bien. Je sais que je vise bien. Je suis un bon tireur. D'accord, j'ai fait un stage de sniper chez les Golani, je sais que je tire bien. Et je tire à côté. Je comprends pas. Il dit, viens, donne-moi ton fusil. Il fait comme ça. C'est un spécialiste, il fait comme ça. Il dit, ton fusil, il est tordu de 5 degrés. 5 degrés. Ça se voit pas. Mais le problème, vous savez comment ça se passe, les degrés? Ouais, il y a la droite et après, il y a l'écart. Le problème, c'est que quand tu t'écartes de plus en plus. Alors que toi, en vérité, tu vises sur la cible, mais quand tu tires, la balle, elle arrive à 5 degrés d'à côté, parce qu'en fait, ton fusil est tordu. Il me dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, tu dois viser, et après, rajouter 5 degrés et tirer. T'as compris ou non? C'est pareil. Toi, tu veux travailler avec quelqu'un. Bon, il se trouve que, accessoirement, c'est ton beau-frère. Donc d'un côté tu veux faire un business, d'un autre côté c'est ton beau-frère. Ouais, comme ça se passe. Des fois tu dis bon tu veux faire du travail avec quelqu'un, mais d'autre côté tu veux faire un peu de la tzedaka parce qu'il est un peu à la ramasse. Fais attention Baba, parce que la proportion de tzedaka et la proportion de business, elle va tout changer. Parce que si toi tu penses que tu fais de la tzedaka, tu vas pas avoir la même exigence que si tu penses que c'est du business. Si lui il pense que c'est du business et que toi tu crois que c'est de la tzedaka, ça va pas se passer du tout. Donc il faut décider, est-ce que c'est de la tzedaka, est-ce que c'est du business? Et s'il y a de la tzedaka dans ton business, ou s'il y a ton business dans ta tzedaka, il faut que tu saches la proportion. Sinon, ta tête elle va tourner, tu vas faire une bêtise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose, quel que soit le choix qu'il va faire, il y aura toujours des intérêts, il y aura toujours des choses qui vont intervenir. Or ici c'est marqué qu'il a envoyé des tzadikim, ouais, ils ont vu des défauts, et ils ont fait du Lachon Hara sur la terre d'Israël, et après ils ont cassé le moral d'Israël, et à cause de ce moral qui a été cassé, les Bnei Israël sont restés 40 ans dans le désert. Vous savez ça, non? Vous savez ce que ça veut dire? Non, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, tu fais un mauvais choix dans ta vie, un mauvais choix, tu sautes une génération. T'as pas épousé la bonne personne, t'as pas fait de chouva au bon moment, toi t'es rentré à la fac, ton cousin il est rentré à la yeshiva, vous n'avez pas la même vie, parce que t'as sauté. Maintenant, ton fils, il veut que la Torah, tu dis, mais, je comprends pas, mais c'est la vie que je voulais. Mais t'as sauté une génération, parce qu'à l'époque où t'as envoyé les Meraglim. Vous voyez comment ça marche? C'est-à-dire qu'un choix, un mauvais choix, il peut faire sauter une génération. C'est 40 ans.
pour ça que des fois, tu vois des gens, tu te dis, ah, mais je veux faire la Torah, mais mes parents, ils veulent rien savoir. Je dis, mais vos grands-pères, comment ils étaient? Mes grands-parents! Mais un mec, ils étaient connus, c'était les tzadikim. À Djerba. Oh là là, tout le monde venait l'embrasser les mains. Les Arabes, ils marchaient dans la poussière de mon grand-père. Et ton père? Mon père, zéro, laisse-moi tranquille, ta religion de merde. Et le fils, il est contre qui est pas comme ça. Hachem. La Gemara, le Zohar, et le père. Mais arrête avec tes bêtises, avec tes rites. C'est bizarre, non? On dirait que la Torah, elle a sauté une génération. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui a passé 40 ans dans le désert. Vous me suivez ou... Ah, je sais pas, je vous comprenais bien, là. Vous n'avez pas lu ce commentaire. C'est normal, c'est votre vie. D'accord? Oui. Donc, c'est quoi l'idée? Que c'est marqué dans le Passouk qu'il a envoyé des tzadikim. Donc, ils sont partis de tzadikim, et en 40 jours, ils sont devenus des Réchaïm. T'as vu comment la vie, elle peut changer? En 40 jours, ils sont devenus des Réchaïm. Non, c'est faux. C'est marqué, Vayashuvu, Mitor Haaretz, Vayelchu, Vayavohu El Moshe. Ils sont revenus de l'exploration de la terre, ils sont revenus vers Moshe. Amar Rabbi Yehuda Mishum Rashbi, Makish Alichatan Lebiatan. On a comparé leur aller avec leur retour. Ma biatan be'etzara'a, af alichatan be'etzara'a. La même manière qu'ils sont partis avec un mauvais esprit, ils sont revenus avec un mauvais esprit. Alors, je dis, je comprends pas. Toi, tu m'as dit qu'ils sont partis de Tzadikim. Là-bas, ils ont la tête qui s'est tordue. Et après, ils sont revenus Réchaïm. Mais il y a marqué ici, Vayalchou, Vayavohu. Ils sont aussi partis tordus. Donc, ils sont partis tordus, ils sont revenus tordus. Mais tu m'as dit que c'était des Tzadikim. Alors, quand est-ce qu'ils sont devenus tordus? Comme ça. Vous avez compris ou non? En une seconde. Ils étaient tzadikim, ils ont été désignés, leur tête elle a tourné. C'est comme des fois, toi t'es gentil, t'es un mec gentil, ta fiancée c'est une fille gentille, il vient d'une famille gentille, ta famille c'est des gentils, ouais. Et la première fois qu'elle vient la fiancée chez les beaux-parents, la belle-mère elle la voit, une fois. 40 ans de capara. Elle m'a jamais aimé, elle m'a regardé avec des yeux tordus. De toute façon, c'est une calculatrice, c'est une manipulatrice. Elle m'a pris mon chéri, mon cœur, ma vie, mon bébé. Tu te rends compte? Attends, c'est une femme très bien, tout le monde la connaît. C'est une chnina de Shehloua. Et la Kala, mais quelle gentillesse, quelle douceur, quelle sociabilité. Mais les deux, le feu, la haine, la mort, la malédiction, le genou, le shror, tout. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Non mais, ça n'ira jamais. Vous la connaissez pas. Je sais très bien. Vous savez comment ils sont? C'est tous des fous, des psychopathes, des malades, des parachiotes, des mégilotes de Leicester. L'une sur l'autre. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Il y a eu un regard. Elle a vu noir, c'est fini. Elle va se rattraper, elle va l'inviter, elle va la supporter. Elle va perdre son mari, c'est elle la belle-fille qui va la recevoir, tous les enfants vont pas s'occuper d'elle, qui c'est qui va la garder jusqu'à sa mort? C'est la belle-fille qu'elle la maudit tous les jours. Et c'est elle qui la lave et qui la nettoie, et c'est elle. C'est incroyable. Mais la Ramma, elle est là. Vous savez quoi? Ça veut dire que les gens, tu les aimes en une seconde, ouais, et tu peux les haïr en une seconde. C'est dur. Moi, j'ai pris l'habitude de dire la vérité. Je sais qu'il y a des rabbins qui arrangent un peu une couche de Nutella, une couche de confiture. Moi, j'arrive pas. Je sais qu'on va tous mourir un jour. Donc, j'essaie de vous dire la vérité. Ouais. Mais la vérité, c'est comme ça. C'est que des fois, la vie, elle se joue pas en années. Elle se joue pas en mois. Elle se joue pas en heures. Elle se joue en secondes. C'est la seconde. C'est comme ça. Tu vois, ils ont changé leur tête. Comme un enfant, il s'est braqué. Tu vois, le prof, il lui a fait une chouma en cours de maths. Ouais, il avait 6 ans, il a tiré l'oreille, il a dit, mais regardez ce petit bénichou, mais regardez cette feuille de mathématiques. Le gosse, il a une tellement une chouma, ça fait 28 ans qu'il est nul en maths. Je suis nul, je serai jamais bon, de toute façon, je m'en sortirai jamais. Alors qu'en vérité, il est très mathématique, il est très fort, il est très intelligent, mais il lui a castré le mental des mathématiques. Alors c'est fini. Toi, qu'est-ce que tu lui fais?
tu lui redonnes confiance en mathématiques, ou carrément tu lui fais une séance d'hypnose, tu le ramènes dans la classe, et genre au moment où le prof lui tire l'oreille, tu lui tires la main au prof en hypnose, et tu l'insultes et tu lui dis laissez-moi grandir le droit d'aimer les mathématiques. Le mec il se réveille, il aime les mathématiques, il est bon en mathématiques. Alors qu'il a fait en hypnose. Ça veut dire que les blocages, c'est comme des petits grains de sable dans une montre suisse à 157 000 €, mais avec un grain de sable. Tu fais comme ça, tu fais tac, et la montre elle le redémarre. Tac, tac. Donc combien de fois j'ai vu des gens, des personnes, des couples avec des problèmes. Et moi je vois pas le problème. Il me dit mais grave, on s'engueule. Je dis moi je vois pas le problème. Moi c'est des petits réglages moteurs. C'est rien. Tu veux jeter une Mercedes à 120 000 € pour un réglage des culbuteurs. Mais ça coûte 200 €. Tu vas, le mec il écoute, il revisse ces trucs, c'est bon. Allez, c'est reparti pour 10 000 km. Et toi tu dis non, je peux plus l'avoir. Qu'elle crève, qu'elle meurt. C'est des bêtises, c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est rien, ouais. Mais seulement que tu touches pas le problème là où il est. Tu tapes ailleurs. Si tu prends le problème net lui-même, il n'y a rien. Ouais. Pourquoi? Mais c'est ça la chance. Que si ça s'est détruit en une seconde, ça peut se reconstruire en une seconde. Des fois, c'est un changement de regard. Ouais. Comme celle-là là, avec sa belle-mère. Ouais. Qu'elle mange, j'en peux plus, elle me fait souffrir, elle est méchante, elle est tordue, elle est pourrie. Je dis, mais non, chas shalom, pourquoi vous la regardez comme ça? Mais elle est comme ça. Je dis, mais non, elle n'est pas méchante, elle n'est pas tordue, elle n'est pas pourrie. Alors je dis quoi alors? Je dis, elle est malade. Ah bon? Oui, elle est malade. C'est la schizophrénie. En fait, elle est bipolaire. Avec vous, elle est méchante, avec tout le monde, elle est gentille. En fait, elle est malade. Alors la même que maintenant, il y a 2 minutes, elle priait pour qu'elle meure. Elle m'a dit, oh, mais je vais prier pour elle. Ah, la pauvre chérie. Ah, mais j'ai compris. En fait, quand c'est rien qu'une maladie, la pauvre. À quoi alors si on lui donne un petit médicament ou un métabloquant? Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien fait. Elle a changé de regard. Tu changes le regard. C'est comme les vendeurs immobiliers. Comment ils vous vendent la maison? Vous savez comment? Je vous explique un principe de vendeur. Vous avez 1,5 million. Vous dites j'ai 1,5 million. Vous dites j'ai 1,5 million. Tu vas faire attention chérie, j'ai 1,5 million. J'ai 1,5 million. Tu dis 1,5 million. Tu dis au métavers, j'ai 1,5 million. On a 1,5 million. On a 1,5 million. On a fouillé, on a pris aux beaux-parents, on a pris tout le monde, on a 1,5 million. Le gars il dit mais c'est normal monsieur, il n'y a pas de problème, je vais vous faire visiter des choses à 1,5 million. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'emmène à un truc, tu dis mais quoi 1,5 million, même 1,2 million. Il t'emmène à 1,2 million pourri. Après si vous voulez voir 1,3 million, 1,3 million pourri. Genre noir, moisissure, truc, les toilettes dans la salle à manger. Genre tu te laves avec le tuyau de l'évier. Après tu arrives à 1,6 million, ça dit attendez. Et après il te dit bon tu sais si vous voulez, c'est pas dans votre budget, mais si vous voulez je vous le fais visiter quand même. Il t'amène un truc à 2,2 millions. Waouh! La lumière, la beauté, l'éclairage, l'espace, tout neuf, tout moderne, tout en marbre, tout. Le gars il dit maintenant je sais que c'est pas dans votre budget. Ta femme elle dit je bouge pas d'ici. Je dors là, je vais être enterré ici. Eh ben tu vas l'acheter. Tu vas l'acheter. C'est un rave marocain qui s'appelait Bessif. Très très connu. Tu vas l'acheter, Bessif. Ouais. Ah, comme ça, un petit côté récurrent comme ça, qui insiste. Ouais. Des tartrans aussi. C'est Bessif. Des fois, il te laisse un goût d'ammoniac, ce qu'on appelle Bessif ammoniacal, ouais. Mais tu vas l'acheter. Tu sais pas comment tu vas faire, mais tu vas l'acheter. Je comprends pas, t'es parti à 1,5 million, t'es à 2,2 millions et tu l'as acheté. Hein. T'as vu comment il a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a montré le pourri, après il t'a mis le beau. T'as compris comment ça marche? Maintenant, si un vendeur, il peut faire ça, Kalva Hamor, que le Yetzirah, il peut faire ça. T'as compris ou non? Que la vie, elle peut faire ça. Et des fois, c'est dans les deux sens. Il m'a dit, je vous dis, Rabbi Chetrit, je suis marié avec une femme gentille, Hanina, sympathique, douce, calme. Bon, mais c'est vrai qu'elle n'est pas canon. C'est pas le canon. Genre le gyrophare que tout le monde se retourne dans la rue, ouais. Il m'a dit, mais je vous dis la vérité, cette femme-là, je ne l'aurais jamais regardée. Mais avant ça, j'étais pendant 2 ans et demi avec une femme, une bombe atomique. Une bombe atomique, le feu. Mais un caractère. Une sorcière.
une méchante, une tordue, une hystérique, une phobique, une jalouse. Mais je dormais pas la nuit. Elle m'appelait à 4 heures de matin. Alors je vous dis la vérité, j'ai tellement souffert le Guéhinam qu'elle m'a rendu service quand elle m'a jeté. Je suis resté 2 mois dans le coma. Et quand cette femme, elle est venue, de l'infirmière, elle m'a fait des soins de réanimation. Et je l'ai vue gentille, je l'ai vue douce. J'ai dit, elle laisse tomber la beauté, je me suis marié avec elle. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, je l'adore. Et je suis bien avec elle, on a des beaux enfants, on est équilibrés. Elle m'aime, elle m'adore, on construit notre vie, on est magnifique. Je lui ai dit, mais je te pose une question. Si tu n'avais pas eu la sorcière avant, est-ce que cette femme-là, tu l'aurais épousée? Il m'a dit, je ne l'aurais même pas regardée. Elle n'est pas signifiante, elle est insignifiante. Ça veut dire, elle n'a rien de spécial, elle est commune, elle n'a rien de spécial. Jamais je l'aurais pas regardé. Moi, le mec, il avait un peu d'argent. Il m'a dit, ces femmes-là, je les regardais même pas, c'est rien, c'est genre une bosse dans le papier peint. Mais quand Hachem, il lui a envoyé la folle, alors d'un seul coup, il a compris la valeur de celle-là. Tu as compris ou non? Ça veut dire que des fois, le contraste, ça fait ressortir le bien. Des fois, le contraste, ça fait ressortir le mal. Maintenant, la vraie question, c'est qui a mis en place le jeu du contraste? Exactement pareil, ouais. Eux, ils étaient des Anashim Tzadikim. C'est très très dur pour nous de faire du Lashon Hara sur des Rachéram. Vous comprenez ou non? C'est des grands de la génération. Ils sont partis de Tzadikim. Mais on dit qu'ils sont partis Réchaïm, ils sont revenus Réchaïm. C'est-à-dire en quelques jours, ils ont changé de tête. Peut-être en 1 minute, ils ont changé de tête. Ouais. Comment c'est possible? Maintenant, on ne va pas parler d'eux, parce qu'Hachem, il sait ce qu'il a fait, et lui, il sait ce qu'ils ont fait. Mais nous, par rapport à nous-mêmes, comment est-ce que nous, on est dans nos choix? Comment est-ce que nous, on est dans notre vie? Est-ce que nous, on tient nos priorités? Est-ce que nous, on est clair? Est-ce que nous, on n'est pas des gens qui changent d'avis? Est-ce qu'on n'est pas des gens qui sont influencés ou influençables? Est-ce qu'on tient la route? Est-ce qu'on garde nos principes ou non? C'est qu'il aura une a priori, et après il enverra les explorateurs. Les explorateurs, ils vont aller explorer, ils vont trouver. Mais ce qu'ils vont trouver, c'est quoi? C'est ce qu'ils vont trouver ou ils vont trouver ce qu'ils vont chercher? Le parano, quand il envoie des explorateurs, il trouve que des gens qui ne l'aiment pas, puisqu'il est parano. Vous me suivez ou non? Celui qui n'a pas confiance en lui, il trouve que des gens qui lui mentent. C'est normal, puisqu'il n'a pas confiance en lui. Et c'est pas seulement qu'en fin de compte, il lui mente pas, mais que lui, il ment. Et que lui, il croit qu'il mente. C'est que lui, il suscite chez lui que les gens lui mentent, justement, parce que ça se voit qu'il n'a pas confiance en lui. C'est une grande question philosophique que vous pouvez vous poser aux toilettes. Est-ce que ce sont les imbéciles qui génèrent l'existence des malins, ou est-ce que ce sont les malins qui fabriquent les imbéciles? C'est vrai. Parce que des fois, toi, tu es pas malin, mais l'autre, il est tellement bête. Tu dis, je peux pas me retenir. Il est tellement brêle, tellement... Tu dis, c'est une mitzvah de le rouler, celui-là. Donc, ça veut dire que c'est l'imbécile qui a généré le malin. Ou non, le malin, il est tellement fort en pédagogie et en démagogie qu'il arrive à faire de l'autre un imbécile. Parce qu'il le manipule, parce qu'il lui donne de l'émotion, après il lui met du stress, après il lui fait une belle proposition, après il le casse, après il le parle pas, après il le renvoie balader, après il le rappelle. Et l'autre, maintenant, ça y est, il est dans sa main, il le fait, il le ramène, il le met dans le sac. C'est la démagogie. Ouais, donc là, c'est l'imbécile, c'est le malin qui fabrique l'imbécile. Ou non, c'est l'imbécile qui suscite l'existence du malin, par son comportement tellement idiot, qui génère chez l'autre le besoin de l'attraper. Ça va? Maintenant, je ne vous demande pas la question philosophique. Je vous demande de regarder tout autour de vous. Des fois, des gens très proches de vous, et même à la limite, de vous regarder vous, pour voir si moi je suis dans le rôle de l'imbécile, ou moi je suis dans le rôle du malin. Et si moi, peut-être que les gens que je traite d'imbéciles, c'est pas des gens qu'au fond je suis intéressé qu'ils soient imbéciles. Comme ça, moi, ça me donne l'impression d'être malin. Alors que peut-être que l'autre, il a son intelligence à lui. Toi, tu as ton intelligence à toi. Toi, tu as ton intelligence dans le stress. Lui, il a son intelligence dans la zen attitude. Ouais. Toi, tu as ton intelligence dans l'émotionnel, mais tu es perdu dans le professionnel. Lui, il a une intelligence dans le professionnel, mais il est perdu dans l'émotionnel. Chacun, il a une forme d'intelligence. Mais pourquoi ça t'intéresse, toi, de classer?
les gens intelligents, plus religieux, moins religieux, les gros, les gras, les Tunisiens, les Marocains. Pourquoi tu veux créer des classes? Pourquoi tu veux créer des groupes? Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas rassuré. Parce que tu as peur. Parce que tu n'es pas sûr de toi. C'est ça la vraie question. C'est que tu as peur. Donc si tu as peur, automatiquement les explorateurs que tu vas trouver, que tu vas envoyer, ils vont aller chercher de quoi nourrir ta peur. C'est pour ça que c'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé, que les Bnei Israël ont demandé à envoyer les explorateurs, alors Moshe, il a demandé à Hachem, et Hachem, il a dit un langage incroyable, il a dit « Shlach lecha ». Shlach lecha. Alors Hachem, il dit « Ledar techa », selon ton esprit à toi. Ouais, Hachem, il dit « Moi », il a dit clairement « Ani eni metzavelecha », moi je t'ordonne pas. Tu veux envoyer, envoie-les toi. D'accord? Mais il y a une autre lecture. C'est que, d'après ce qu'on a compris maintenant, puisque les explorateurs ne vont trouver que ce qu'ils vont chercher, et que ce qu'ils vont chercher, c'est ce que tu as en toi, donc celui qui connaît ses manques à lui, il sait ce qu'il va trouver. Ça va? Donc, shlach lecha, ça veut dire, shlach, vers toi. Pas pour toi. Ouais. Va dans le lecha, va chercher dans le lecha, qu'est-ce qu'il est le lecha, qu'est-ce qu'il pense le lecha. C'est-à-dire que si, quand tu arrives dans une situation, il y a deux parties dans une situation. Il y a la réalité qui est devant toi, et il y a toi. Ouais. C'est les deux parties de la situation. Maintenant, toi, tu dois analyser la situation qui est devant toi, et la personne qui s'adresse à la situation. Maintenant, si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, ouais, vous savez que la situation qui est en face de vous, elle n'est pas là par hasard. Maintenant, d'accepter, ça je l'ai déjà dit 738 millions de fois, mais je le répète une fois de plus, parce qu'on met des années à comprendre ce qu'on sait déjà. Ouais. Imaginez-vous que moi, je l'ai souvent dit puisque j'assiste à tous mes cours. À chaque fois que je dis ça, les gens rigolent. Non mais Béhémet, j'assiste à tous mes cours. Non, vous comprenez pas. Ça veut dire que je suis pas une cassette. Je suis pas un CD. Je suis une personne. Donc à chaque fois que je vais redire le cours, je vais réfléchir sur le cours. Donc moi, je l'ai pas acquis comme vous. Parce que même si vous l'avez entendu 4 fois, et vous l'avez entendu 2 fois dans d'autres cours, ça fait 6 fois, et vous avez déjà écouté 3 fois ce cours sur Internet, ouais, ça fait 9 fois, mais moi, ça fait 28 ans que je l'écoute. Donc je ne l'ai pas entendu de la même manière que vous. Donc si je vous dis un yesod, c'est que la émouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi, ouais, ce principe-là, c'est pas de la poésie. C'est pas du marketing. C'est un yesod. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on refuse, qu'on se plaint, qu'on est dans le déni, qu'on préfère être ailleurs, qu'on est sûr que c'est de la faute de l'autre, à chaque fois, c'est un problème de Emouna. Pourquoi? Parce qu'il y a la situation et il y a toi. Comme vous êtes là, vous êtes là, oui. Moi, je suis ma'amine à 100% que je suis pas là par hasard. Vous allez me dire, mais c'est normal. J'ai donné des dates, Shimshon il a organisé, vous avez accepté, on a fait des affiches, c'est pour ça qu'on est là. Non. Moi, je pense que depuis 5775 ans, le bon Dieu, il a déjà prévu que la masse des molécules qui nous constituent, qui est déjà passée par des milliers de transformations, puisque rien ne se perd, tout se transforme, pour qu'elle soit cumulée et adaptée et apportée et arrivée ici, ce soir. Comme ça, je pense. Donc c'est pas nos corps qui ont besoin de se voir, c'est nos neshamot. Et nos neshamot, elles ont besoin de comprendre quelque chose ce soir. Et vous savez comment est-ce qu'on appelle une prise de conscience chez un juif? On appelle Kiddush Hashem. C'est ça Kiddush Hashem. Le Kiddush Hashem, c'est quand les Béné Israël, ils prennent conscience. Et c'est quoi Chilul Hashem? C'est quand les Béné Israël, ils perdent conscience de leur responsabilité de juifs. Maintenant, quand vous êtes là en train de réfléchir et que vous comprenez quelque chose, et je vois vos yeux, vous faites « Waouh, waouh,
Il a raison. Eh bien, qu'est-ce que vous faites, en fait? Pas par rapport à moi, mais vous, par rapport à votre Madrega, par rapport à votre Neshama, par rapport au parcours que vous avez vécu, par rapport aux choses qui sont passées dans votre vie, vous prenez ce qu'on appelle en psychologie un strate de maturité, ouais, et en spiritualité, on appelle un niveau de dévoilement d'Hachem. Parce que sinon, à quoi ça sert? Faut qu'on est là pour faire passer des idées, on est des philosophes, ou là, on va faire des Lévinas et des Bartitas et des Bernard-Henri Lévy. On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de moi. Il y a des livres, il y a des trucs, il y a des CD. À la limite, ça va être mortel parce qu'un CD ça va, mais des CD, Non, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on vient avec une énergie, on vous donne une énergie, et vous venez avec une énergie, ouais, et vous prenez cette énergie. Mercredi soir, j'étais à Rouen. Vous connaissez Rouen? Rouen. Non, mais vous n'avez jamais été là-bas? Moi, je pensais pas un jour aller là-bas. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, non. Le gars, il a tellement insisté, il a insisté. Le rabbin, il a un petit jeune comme ça, il m'a dit, c'est pas parce qu'on est Khlal Khalé qu'il faut pas venir. C'est 1h30 de route, 1h30 d'autoroute, tu arrives, une petite synagogue, 60 personnes pour eux, c'est Yom HaTorah, ça veut dire c'est 600 000 juifs, d'accord? Quelques non-juifs, je pense, d'après les regards, je pense. Mais bon, ils sont venus, les Shem Baalem, ouais. Et j'ai fait le cours, ils étaient contents, mais Rav, merci et tout. Et il y en a un, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoutez Rav, pour cette soirée, je sais que vous allez venir, je vais offrir 25 livres, de vos livres à vous, parce qu'il m'a dit, j'ai beaucoup aimé votre livre, j'ai beaucoup travaillé avec votre livre. Le gars, il a acheté 25 livres, il a payé 500 €, il a fait un virement, il a payé, et on a amené les livres, on l'a distribué. D'accord? Et les gens étaient contents. Le Rav, il est super, le cours, il est super. Moi, j'enregistre le cours, je leur envoie un MP3. Ils ont le lendemain un cours, et en plus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai triché, je leur ai rajouté un cours sur le Shabbat. What, le suppositoire. À supposer que vous ayez compris quel était mon projet. Et il y a un livre qui leur est donné. Eh ben, vous voulez la meilleure? Mais je vais vous choquer, hein. Le gars qui a ouvert les 25 livres, c'est un goy. C'est un goy. Un goy. Le goy, le livre, il est à plus. Il veut faire avancer la communauté, il donne 500 €. C'est beau. Moi, personnellement, j'entends ça, je dis dommage que je suis pas mort hier, mais vous trouvez ça beau, quoi. C'est-à-dire que le goy, il veut faire avancer la communauté. C'est beau. C'est grave. C'est oui ou non? Le feuille, il va rajouter, il va dire, tiens, le traiteur, il a dit qu'il faut rajouter des fleurs. Rajoute des fleurs, combien? 2000 €, je t'en prie, 2000, rajoute. Mais il y a déjà 10 000 € de fleurs, c'est pas grave. Après, tu dis, je t'en prie, donne 500 € pour les livres. Arrête. C'est du bourrage de crâne. C'est bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis, j'ai été là-bas, j'ai fait 1h30 de route, j'étais fatigué, j'ai une semaine de fou. J'ai dit, c'est pas grave. Le bon Dieu l'a voulu, je suis là-bas, je vais donner le maximum. J'ai donné le maximum, j'étais content. On a fait 1h30 pour revenir, j'ai bien dormi. Ouais. Mais je savais pourquoi j'ai vécu cette journée-là. C'est comme ça qu'il faut vivre. Chaque jour, il faut que tu saches pourquoi tu as vécu cette journée-là. Ça s'appelle Metuka Shenata Oved. Elle est doux le sommeil du travailleur. Traduction, il est troublé le sommeil du glandeur. Le glandeur, il dort mal. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a rien fait de sa vie. Mais le gars qui a bien fait sa vie, il dort bien. Ben ça, c'est pareil. Que quand c'est marqué les shlach lecha, c'est-à-dire que toi, quand tu es devant une situation, tu dois prendre les deux dimensions. La situation qui est devant toi et la personne qui est devant la situation. Maintenant, il se trouve que la personne qui est devant la situation, c'est toi. Il se trouve. Ouais. Donc toi, tu dois bien analyser la personne qui est là, parce que c'est cette personne-là qui va aborder la situation. Tu veux ou non? Tu es fatigué, tu es énervé, tu es mal dans ta peau, ne rentre pas chez toi à la maison, tu vas fracasser tes enfants. Tu as bu un coup de trop, tu es jaloux, tes trucs, ne regarde pas ta femme avec des yeux pareils. C'est que tu sais qui tu es au moment où tu rentres dans la situation. Donc le moment de la jonction entre toi et la réalité, il va se faire en fonction des critères de la personne qui est là et de la situation qui est là. Donc quand c'est marqué ici que Hachem, il a dit à Moshe, les darteha,
C'est quoi les da'atecha selon ton da'at, c'est-à-dire selon ta volonté, selon ta conscience. Im tirtse shlach. Si tu veux, envoie. Mais ça veut dire quoi si tu veux, envoie? Mais évidemment, c'est si je veux, je vais l'envoyer. Mais ici, c'est une leçon incroyable. Là vous avez 10 ans de psychologie, là. Pour ceux qui ont la chance de ne pas faire d'études. Ouais. Parce que ce qui est marqué ici, envoie les miraglim, c'est un bon choix ou un mauvais choix? Bon choix, mauvais choix, n'est pas on est entre nous. C'est un bon choix ou un mauvais choix? Mais Yehoshua, il a envoyé les miraglim, ça s'est très bien passé, on n'a rien dit. Moshe, il a envoyé les miraglim 40 ans dans le désert. Alors c'est un mauvais choix, c'est un bon choix. Mais la réponse, elle est marquée. Im tirtse. Si vraiment tu veux, pour moi, tu sais les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, écoute mon fils, on t'a dit qu'on n'a pas aimé cette fille. Elle n'est pas sérieuse, elle est bizarre, elle est mal habillée, elle a un passé troublant. Elle a vécu 5 ans avec un black. Ouais. C'est une famille de fous. Le père, il est alcoolique. La mère, elle est bizarre. Ils ont une réputation déjà depuis le début de l'époque. C'est une famille de la mafia. Elle te ment, elle triche, elle t'a trompé 4 fois pendant les 4 ans que tu l'as connue. On t'a dit qu'elle est pas bien. On t'a tout prévenu. Maintenant, t'as 27 ans. Ouais, tu insistes, tu la veux. Im tirtse. Mais on va t'amener à la roupa. Mais ne viens pas dans 2 mois me dire j'ai ouvert les yeux. Je me suis rendu compte qu'elle couche avec mon comptable. Ne viens pas chez moi. Comprenez ou non? Parce que ça, c'est im tirtse. Mais le problème, chatalor otse. Au fond, tu veux pas. Au fond, c'est pas toi, c'est ton yetzara, c'est ta bêtise, c'est ta lourdeur, c'est parce que t'as pas réfléchi, ou c'est parce que t'as été troublé par ses valeurs morales, tu n'arrives pas à te concentrer. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Mais c'est pas toi. Hachem, il a dit, mais ça veut dire quoi? Ça, c'est comme les gens, ils disent, bon, mais Rav, objectivement. Mais pour dire objectivement, faudrait que tu sois objectif. Comprenez ou non? Mais t'es pas objectif. T'es pas objectif. C'est difficile. Le mec, il te doit 100 000 euros. Ouais, il vient chez toi, il dit, bon, est-ce que tu peux m'aider à sauver mon couple? Mais toi, t'as envie de lui dire, toi et toutes tes générations, mais mourrez tous. T'arrives à faire un compartiment, tu dis, bon, tu me dois 100 000 euros, d'accord? Et à part ça, tiens, un juif comme un autre, je vais te faire son shalom bayit. Ou non? T'arrives ou t'arrives pas? Tu dis, mais c'est vachement dur de compartimenter. Il y a quand même de la porosité entre les compartiments qui font qu'il se trouve que c'est difficile, non? Comment tu vas faire? Mais c'est ça le problème. C'est qu'en vérité, atarotse ou atalorotse. Imatarotse, si tu veux, c'est quoi tu veux, c'est toi. Veux, c'est quoi? C'est l'énergie qui vient de la neshama, c'est la volonté. La volonté, elle est divine, elle est infinie. Quand toi, tu t'appropries la volonté, tu peux soulever des montagnes, parce que en davar omed bifnei haratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Mais si tu veux. Mais si ta volonté, elle a été prise en main par ton Yetzirah, et que c'est plus toi qui parles, c'est tes pulsions, c'est tes nerfs, c'est tes peurs, c'est tes angoisses, c'est tes névroses. Donc c'est plus toi. Donc zélo atar otse. Donc c'est pas toi qui veux. Si c'est pas toi qui veux, ça veut dire que toi, tu as lâché la voiture, tu as mis un pavé sur l'accélérateur, tu as bloqué le volant et tu as été allongé à l'arrière. Et maintenant tu dis, comment je ne veux pas assumer les conséquences. De toute façon, moi, j'avais rien demandé. On m'a pris par surprise. On m'a pas expliqué. Si tu as déjà préparé à l'avance les réponses que tu vas te donner pour expliquer pourquoi tu étais brêle au moment de l'action, alors pourquoi tu es rentré dans l'action? Encore la semaine dernière, une personne comme ça, mariée et tout, bon, et elle a parlé beaucoup au téléphone avec un gars qui est marié, bien sûr, parce que quand les gens ils font des avérotes, ils font la méadrine, pas des... Donc elle est juive, tête couverte et tout ça. Et l'autre, bon, il n'a pas la tête couverte, mais il est aussi juif, ils ont 4 enfants. Ils ont parlé, ils sont vus, ils sont sortis ensemble. Et plus si affinité, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on préfère pas l'imaginer, mais qu'est-ce que des gens ils peuvent faire quand tu leur présentes des arguments? Ouais. Et maintenant son mari, bien sûr, il a découvert, ouais. Et il est devenu fou, et il a traité de tous les maux, et après il veut divorcer, d'accord? Et elle pleure, elle dit que ça n'arrivera jamais, qu'elle regrette, et que de toute façon, toi, t'es jamais là, c'est pour ça que je parlais avec lui. Et toi, chaque fois que je t'appelais, tu me dis, j'ai pas le temps, donc toi, t'es jamais là. Lui, il est toujours disponible. Comment ça se passe? Ouais. Et de parlotte en parlotte, on a plus parlé, on a été au bout des sujets, on a superposé les arguments, on a mis les choses à plat, et... Il est arrivé ce qu'il est arrivé. Comme dit le Yetzirah, il s'est avéré
Il s'est avéré. C'est avéré que nous avons fauté. Et moi, je les regarde les deux comme ça. 3 ans de mariage, 2 enfants. Je ne sais pas comment ils les ont eus, peut-être en Wi-Fi. Parce que vraiment, je les trouve tellement bébés. Des bébés. Et comment ils se sont mariés? Mais comment on a autorisé un mariage à 12 ans de maturité? C'est permis? On a le droit de se marier à 12 ans? Comment c'est possible? Mais l'histoire, elle était claire, c'était facile. Tu pouvais tracer la ligne de ce qui allait arriver, c'est clair, c'est facile, c'est net. Il ment, il triche, il vole toute la journée, il n'est pas là, il n'a pas la tête, il traîne avec ses copains, il fuit la maison parce que ça le saoule de se prendre la tête avec une femme et avec des enfants. Et elle est Hnina, elle attend qu'il vienne, qu'il rentre. Elle n'est pas très très religieuse, mais elle est un petit peu. Et elle a besoin de parler, et elle parle. Et le gars, quand tu lui parles, eh ben, il faut que tu payes. Quand tu peux pas payer en argent, tu payes en nature. Donc l'histoire, elle était facile. Alors j'ai demandé, mais madame, vous êtes une femme, vous êtes une maman, vous avez une tête couverte, par accident, ouais. Parce que je pense pas que vous avez pris conscience de ce que ça veut dire avoir la tête couverte. Je dis, mais c'est pas que c'est arrivé une fois, c'est pas que vous avez eu un coup de trop, c'est pas que vous a donné une drogue, c'est que ça a duré 3 mois. Et c'est des coups de fil, et c'est des centaines de textos, et c'est des rendez-vous, et c'est mentir à son mari pour dire je sors avec des copines, et c'est trouver un hôtel, et trouver... J'ai dit, mais où vous étiez pendant tous ces jours-là? C'est un coma intermittent. Vous êtes une intermittente du coma. Parce que c'est sûr, après tu rentres, chérie, je t'ai préparé ton plat, tiens, en fait, on passe chez ta mère et tout ça. L'autre, il dit, allez, hop, ils ont des relations. Mais il y a 2 heures, elle était avec l'autre. J'ai dit, non, mais c'est... Divorce. Mais j'aime mon mari, mais je l'adore. Chez moi, j'ai pas la télé, mais je m'ennuie pas. J'ai tout, hein. J'ai envoyé spécial, psychologie.com, blata.com, j'ai tout. Je lui dis, mais madame, pourquoi cette réflexion que vous avez maintenant, pourquoi vous ne l'avez pas eue avant? Mais non, moi, c'est pas pour lui tourner le couteau. Zroba. Non. C'est madame. Si maintenant, vous ne profitez pas de la claque que vous avez prise pour atteindre le niveau de maturité qui vous permettra non pas de réparer ce qui s'est passé, mais de vous garantir que vous n'allez pas recommencer, comment je vais avoir un crédit pour retrouver la confiance de votre mari puisqu'il pense qu'il est marié avec une folle? Je dis, toi, JH2, jeune Ahmar au carré, que tu me demandes, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je dis, pourquoi toi tu trouves normal de jamais être là à la maison? Tu trouves ça normal de faire un métier de voleur où toute la journée tu mens à des goïms et tu les voles et tu les embrouilles? Il me dit, mais ça c'est le travail, Rav. Ça n'a rien à voir. Je fais, non. Toi tu voles dans l'argent, elle vole dans la tête. Vous êtes pareils les deux. Les deux pareils. Seulement que vous n'avez pas le même niveau. Vous n'avez pas le même centre de détérioration. Vous n'avez pas le même terrain de détérioration, mais vous avez le même niveau de détérioration. Donc les deux, vous devez faire teshuva. Les deux, vous devez changer. Et peut-être même qu'avant de faire la teshuva, il faudrait peut-être faire même une petite thérapie, si c'est possible. Parce que là, on ne parle pas de religion, là. Ouais. C'est que les gens, ils ne voient pas. Alors, il me dit, oui, mais vous savez, Rav, d'accord, tout ça, c'est bien beau, mais ça reste de la théorie. Je dis, mais c'est ça le problème. Vous savez ce que c'est d'être bon? C'est être bon au moment où il faut être bon. Parce que d'être bon avant, c'est de la culture. D'être bon après, c'est des regrets. Il faut être bon au moment où on doit être bon. Ça s'appelle Beshat Anisayon, au moment de l'épreuve. Beshat Athak, au moment de la rigolade. Thak. Non, c'est pas ça. Beshat Athak, c'est dans le Dohak. T'es dans le Dohak, maintenant, t'es dans le Dohak. Ouais. T'es dans le Dohak, tu viens de t'engueuler avec ta femme, elle te dit, par-toi, j'en ai marre de toi, et ça fait 6 mois qu'elle se refuse à toi. Et l'autre, la secrétaire, elle vient, elle est toute nue, elle te dit, on y va. C'est Bédohak. T'as pris 100 000 euros dans la caisse de la société, et on te propose un deal de tordu de drogue à 100 000 euros. T'es Bédohak. Comprenez ou non? T'es Bédohak.
Maintenant, toi, tu crois que comment je vais faire pour m'en sortir? Mais Yabrel, cette situation, elle était déjà préprogrammée depuis le départ. Parce que toi, tu n'étais pas préparé, tu ne t'es pas construit. C'est-à-dire que ton problème de couple, il vient pas le jour où tu as un problème, il vient des années avant. Parce que tu n'as pas créé le terrain pour accueillir les problèmes. C'est-à-dire qu'avant que la situation, elle arrive, il faut que la personne qui est en face de la situation, elle soit là. Mais si la personne n'est pas là, mais évidemment que ça va arriver. C'est qu'en vérité, c'est quoi la vie? C'est des séquences. Une séquence monsieur avec madame, une séquence, monsieur avec les enfants, une séquence, madame avec les enfants, une séquence, monsieur avec l'argent, une séquence, monsieur avec la religion, une séquence, monsieur avec la prière, une séquence. C'est que des séquences, des séquences, des séquences. Toutes les séquences, c'est quoi? C'est de faire rencontrer des circonstances. Maintenant, il y a des bonnes séquences, il y a des mauvaises séquences. Ça s'appelle des conséquences. Les conséquences sont régies par la loi de la causalité. La causalité, en philosophie, c'est quoi? C'est que les causes génèrent des conséquences. Maintenant, pourquoi les gens qui sont concernés par les conséquences refusent d'être impliqués par les causes? Mais si tu es sur la photo des conséquences, tu dois être dans la photo de la cause. Alors pourquoi dans la conséquence, tu es victime et dans la cause, tu es accusateur? Tu dis, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ça cause de lui, ça cause d'elle. Mais Baba, c'est la même photo, c'est le même film. C'est le même film. C'est pas que dans le film, d'un seul coup, il y a des personnages qui apparaissent, mais d'où il sort celui-là? Non, parce que toi, tu étais concentré sur un, toi, tu étais concentré sur l'autre. Et bien, c'est pareil, dans le film de ta vie, tu dois accepter que tu étais sur toutes les photos. On appelle en français concerné. Maintenant, les gens qui vivent bien le fait d'être concernés, il y en a qui le vivent mal, parce qu'ils se sentent cernés. Alors que toi, tu dois dire non. Si ça arrive, c'est que ça me concerne. Donc, les Meraglim, avant de les envoyer là-bas, Shlach lecha, envoie-les déjà chez toi, va fouiller chez toi, ve'im tirtse, c'est-à-dire que si vraiment tu as fait l'analyse, et qu'au fond, ce choix, tu le veux, ouais, cette décision, tu la veux, cette position, tu la veux, cette alia, tu le veux, ce business, tu le veux, cette fille, tu la veux, tu le veux, Dieu, il va t'aider. Mais si tu crois que tu veux, si tu espères que tu veux, si tu espères que le bon vouloir, il va venir au fur et à mesure que tu vas le vivre, ça veut dire que tu n'es pas là. Atalopo batrala. Tu n'es pas là au démarrage, Baba. Wow. Pourquoi tu n'es pas là? Tu sais pourquoi? Soit tu n'es pas là parce que tu avais la tête ailleurs, soit tu n'es pas là parce que tu veux pouvoir dire que j'étais pas là. J'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte, j'ai mal été préparé, j'avais pas la maturité. Alors tu crois que le bon Dieu, il te met dans des situations qui ne te concernent pas? C'est ce qu'il a dit. Shlach lecha, va fouiller dans ta tête. C'est ta famille, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est ton quartier, c'est ta vie. Encore un autre qui m'a attrapé là. Parce que son fils, il a raconté des histoires un peu, disons, qui concernent la partie équatoriale de la partie la plus chaude de la planète. Le problème, c'est qu'il est dans une école religieuse et qu'il a 12 ans. Alors le directeur, il a dit, on va renvoyer ton fils. Je dis, il n'est pas honnête. Parce que d'abord, tous les enfants, ils y pensent. Il ne faut pas dire Chazvé Shalom. Ils savent, les enfants. Ils parlent entre eux. D'abord, ça s'appelle la curiosité naturelle. Ouais, ils veulent savoir. Maintenant, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi il a raconté des histoires comme ça? Parce qu'il a voulu se faire remarquer. Il y en a, il se fait remarquer parce qu'il a la première note en Mishnah. L'autre, il se fait remarquer parce qu'il est le premier en maths. L'autre, il se fait remarquer parce qu'il a des gros biceps. L'autre, il se fait remarquer parce qu'il raconte des blagues comme ça. Il voulait faire un peu la star. Il n'a pas compris que ce genre de star, ça commence en star, ça se termine en live star. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est assez grand pour raconter l'histoire, mais pas assez grand pour se rendre compte des conséquences. Il a 12 ans. Ça veut dire que c'est Wahed le Calimero, il vient de sortir de la... Maintenant, toi, tu lui as déjà fait un portrait de pervers, et de tordu, et de mal éduqué, et de... Mais moi, je lui ai dit au directeur, je lui ai dit, mais toi, t'as fait des cours sur la Kedusha? Toi, t'as expliqué au jeune homme que ça bouge à l'intérieur?
T'as expliqué aux jeunes filles qu'elles prennent des formes et qu'on va les regarder, qu'elles doivent se préparer. T'as expliqué aux gens que le Yetzirah il est là. T'as expliqué tout ça ou non? T'as fait ton travail de pédagogie d'abord, toi? Maintenant, de me dire que parce qu'ils sont dans une école religieuse, il y a moins de Yetzirah. Pourquoi le Yetzirah il est mort à l'entrée de Bnei Brak? Il a eu un arrêt cardiaque comme ça. Tu crois que 90% des divorces en Israël, c'est parce que la soupe elle a brûlé? Parce qu'elle met trop de sel? Tu crois que c'est pour ça que les gens ils divorcent? Tu n'es pas atteint d'une maladie malheureusement trop répandue qui s'appelle la NIA. Alors j'ai dit au papa, tu dois défendre ton fils. Tu vas préparer un dossier, tu vas aller les voir, tu vas aller le voir le rave, tu vas aller voir le directeur et tu vas te battre pour ton fils. Il m'a dit, mais si ça marche pas, ton fils, il verra que tu t'es battu. Parce que sauf, c'est pas un pourri. On parle pas d'un gars de 19 ans qui a préparé, qui a organisé des rencontres entre les gars de l'école et des goyotes dans le bois derrière. On parle pas qu'il a organisé des distributions de vidéos pourries. On parle de quoi, le mec? Il a raconté des blagues, il a raconté des blagues, voilà, maintenant c'est des blagues dégueulasses. Mais comment? Mais Hazvé Shalom, Simsilenu. Mais arrête. Faut arrêter. Vous comprenez ou non? Le Rambam, il me dit, tu crois que les tzadikim, ils n'ont pas des mauvaises pensées? Les tzadikim, tu crois qu'ils n'ont pas de mauvaises pensées? Bien sûr qu'ils ont, mais ils sont mitgaber. Mais ils ont les mauvaises pensées. Toi, tu dis, Hazvé Shalom. À Dieu le plaise. Moi, je te dis que le gars qui ne croit pas que les tzadikim, ils ont des mauvaises pensées, c'est un gars qui regarde des films dégueulasses jour et nuit. Parce qu'il est dans le déni. Non, la réalité, ça existe. Mais tu tournes ta tête. Il y a le décolleté, mais tu tournes ta tête. Il y a la mauvaise pensée. Et tu te concentres. C'est comme ça. Mais de dire qu'il n'y en a pas, t'es monté comment, toi? Il te manque l'imagination, il te manque le Yetzirah, ils ont oublié un module ou quoi? Ici, c'est la même chose. Ouais. Ça veut dire que quand toi, tu vas aborder une situation, c'est ce que j'ai dit, toi en tant que père, tu dois réfléchir pour ton fils. Après, tu dois te mettre à la place de ton fils pour l'éduquer, pour savoir qu'est-ce qui est passé dans sa tête. Et après, tu dois parler au directeur pour lui montrer que l'aïmouna, elle est que si ça arrive dans son école, c'est-à-dire que le bon Dieu lui dit, voilà, il y a un travail à faire dans ton école. Donc, il y a une émouna pour le directeur, une émouna pour le père, une émouna pour le fils. Maintenant, dans les trois, le père et le fils, il y en a bien un qui est saint d'esprit quand même. Ça fera le père, le fils et le saint d'esprit. Attention, là, j'en vois qui n'ont pas réussi à faire une croix sur leur opinion. D'accord, mais c'est ça l'idée. Non, je veux dire, le problème n'est ni horizontal ni vertical. Hein, Allez, je touche du bois et on avance. Alors, mais qu'est-ce qui est... C'est rien, c'est un gars de chez nous qui a mal tourné. Mais c'est quoi l'idée, ouais? Ici, c'est marqué une chose importante. C'est que, vous avez compris maintenant, que quand Akadosh Baruch Hu, il a mis, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, il a mis les Béné Israël en situation de choix, et que dans ce choix-là, ils ont pris la décision des Meraglim, et que les Meraglim, c'était quoi? C'est d'envoyer des explorateurs, mais que tu n'as pas réfléchi que quand tu envoies les explorateurs, tu les envoies dans un certain état d'esprit. Et si ton état d'esprit, il est la peur, si ton état d'esprit, il est un manque de confiance en toi, si ton état d'esprit, il est un manque de Emouna, si ton état d'esprit, il est qu'en tant que Nassi, tu as peur que quand on va rentrer en Eretz Israël, tu vas perdre ton statut de Nassi, toutes les explications qui ont été données par les commentaires, ouais. Mais si ton état d'esprit, il est comme ça, n'envoie pas les Meraglim, parce que tu sais que les Meraglim, ils vont trouver des choses qui vont nourrir ta peur. C'est comme quelqu'un qui a peur de se marier. Évidemment qu'il va trouver des défauts chez la Kala, puisqu'il a peur de se marier. Ça n'a rien à voir avec la Kala. Ouais. Et l'autre, il a peur de faire le business. Donc il va dire, le magasin, il est mal placé, on met trop d'argent dedans. C'est normal parce qu'il a peur de perdre son argent. Si tu as peur de perdre ton argent, tu le mets à la caisse d'épargne. À 1,75 garantie. C'est vrai que les bénéfices sont très légers. C'est pour ça qu'il s'appelle un livret A, parce qu'à la fin de l'année, quand tu regardes les bénéfices, tu dis A. Au début, ça s'appelait le livret B, mais ils ont dit, les gens ils disaient, oh, B, B, B. C'est tout. Alors, il l'a appelé le livret A. À quelle heure on a commencé? 9h moins quart. 9h moins quart. Vous avez déjà pris presque 63 minutes dans la tête. Vous êtes courageux. Ici, c'est très important.
c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, nous on est dans la logique, on lit la paracha, on tire les enseignements, on lit le midrash, mais on l'attrape par rapport à nous. Vous me suivez ou non? D'accord? Vous avez appris un peu, vous avez compris un peu l'école de pensée et d'enseignement Ben Chetrit. Alors il dit toujours le Rashi, vous avez tout dans le Rashi. Il dit les filles Shebaou Israël ve'amrou, parce qu'ils sont venus les Bnei Israël et ils ont dit Nishlecha anashim lefanenu, envoyons des hommes devant nous, Kemo sheneemar, comme il est marqué, Vatikrevun elai kulchem. Vatikrevun, vous vous êtes approchés, elai, vers moi, kulchem, vous tous. Maintenant, ce Rashi-là, en vérité, il est repris dans un autre Rashi. Et là-bas, il élargit le langage. C'est quoi? C'est quoi Vatikrevun elai kulchem? Maintenant, vous imaginez la situation, d'accord? Comment ça s'appelle? Les Bnei Israël, on leur dit, vous allez rentrer en Eretz Israël. Alors, il commence à parler, il dit, il faut envoyer des explorateurs, on ne peut pas aller comme ça, on n'est pas fous, on va se faire massacrer, qui est-ce qu'il y a là-bas, il faut qu'on connaisse les défenses, comme ça. Alors, ils commencent à parler les uns avec les autres, ça commence à s'angoisser, ça stresse, et trucs, bon. Et puis, il y a les jeunes qui parlent, il y a les vieux qui parlent, comment ça se passe? Il y a les gens qui ont plus d'expérience, moins d'expérience, les gens qui sont plus posés, les gens qui sont plus paniqués. Chacun, il vient. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vatikrevun elai kulchem. Vous êtes tous approchés de moi. Il dit Rashi, Be'ir vuvia. Be'ir vuvia. C'est quoi Meorav? Mélangé. Ouais, vous étiez mélangés. Il dit Rashi, Yeladim dochafim et azekenim. Yeladim, les jeunes, les enfants, poussaient les vieux. Maintenant, ça veut dire quoi au niveau du pshat? C'est-à-dire que normalement, il y a les jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui ont peur, qui sont excités, et il y a les vieux, c'est-à-dire les gens qui sont plus matures, qui sont posés, et qui disent, écoutez, calmez-vous, on a l'expérience, bah, au Hachem, on a déjà fait la guerre de 67, la guerre de 75, on va faire cette guerre-là, on va la faire. Et les autres, je vais pas mourir, je vais pas mourir, je vais vivre en Californie. Oui. Donc normalement, les vieux, ils sont là pour calmer les jeunes. D'accord? Mais là, c'est marqué Yeladim, Dochafim et Azekenim. C'est les jeunes qui poussaient les vieux. C'est que les vieux avaient perdu le contrôle, et les jeunes, ils étaient derrière en disant, oui, on ne veut pas se faire massacrer, alors, allez-vous chez Moshe Rabbeinu, et allez lui dire que nous, on veut envoyer des miraglim. C'est ça ce qui s'est passé. Ça, c'est le pshat. Ça va? Voilà. Maintenant, je vous donne une lecture personnelle qui n'engage que moi, et au pire, j'ai raison. Encore une fois, puisque nous, on apprend au niveau du moussard, au niveau du comportement personnel, on a paracha dans la vie de tous les jours. Alors, c'est quoi Bi'ir Vuvia? Quand toi, on a dit une situation, c'est quoi? C'est une situation avec une personne en face qui se trouve être toi. D'accord? Quand toi, tu abordes la situation, tu vois que toi-même, tu es Be'ir Vuvia. C'est-à-dire que tu es mélangé dans ta tête. Ouais, tu es mélangé. C'est quoi mélanger? Ayeladim de Chafim et Tezekenim. C'est-à-dire qu'en toi, il y a un côté enfant et un côté adulte. Le côté enfant, c'est le côté conscience, côté intelligence, intellect qui te dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et le côté enfant, c'est celui qui panique chez toi, c'est le côté espagnol, puisque hispanique par définition. D'accord, ouais? Hispanique. Bon, Hachem, restez calme. Les trois quarts n'ont pas compris. Bon, on verra les cas personnels après. Mais qu'est-ce que... C'est vrai, c'est pas évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est très important. Par exemple, la fille, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle vient, elle me dit, mais Rabbi Chetrit, écoutez, moi c'est vrai, il est tordu, il est méchant, il vole, il fume du shit, et il se balade toute la journée en scooter, il travaille pas, il fout rien, il vit du fric de son père et de sa mère, mais je l'aime. Mais je l'aime. Bon, j'ai dit, mais la fille qui est amoureuse, elle est consciente que le gars, c'est un pauvre type. Elle me dit, oh, mais Chazvé Shalom, c'est un pauvre type. J'ai dit, est-ce que vous auriez présenté à votre sœur? Oh, Chazvé Shalom. Je dis, qu'est-ce que votre mère en pense? Elle m'a dit, enfuis-toi ma fille. Je dis, si vous étiez votre mère et que vous deviez parler à votre fille qu'avec un garçon comme ça, qu'est-ce que vous auriez fait? Elle m'a dit, je l'aurais jeté. Je dis, bah alors jetez-le. Elle me dit, je peux pas, je l'aime. Tu vois, ça s'appelle Ayeladim de Hafim et Azekenim. C'est que tes émotions t'empêchent de réfléchir. C'est comme si tu es en colère et tu dis, je vais lui casser la figure. Mais si tu lui casses la figure, il ne te rendra jamais l'argent. Donc, il faut que tu te calmes, que tu fasses un din Torah où tu ailles au Beddin, où tu ailles au tribunal, et que gentiment, tu fasses une procédure. Mais si tu lui casses la figure, il va te dire agression,
On va vite oublier qu'il te doit 83 000 euros et on va rentrer maintenant dans une logique pénale que tu l'as agressé, tu lui as cassé 3 dents en public. Mais lui, il attend ça. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut que toi, tu te conduises comme un enfant. Parce qu'un enfant, il peut le manipuler. Mais si toi, tu te conduis comme un adulte, lui, il fait l'enfant en face d'un adulte, au bout d'un moment, il va être obligé de faire l'adulte. Donc, il va être obligé d'assumer. Ça va? Ça veut dire que celui en face qui t'utilise en tant qu'enfant, il ne peut t'utiliser en tant qu'enfant qu'en résonance de l'enfant qui est en toi. Ça va? Ça veut dire que l'autre ne peut se moquer de moi que parce que moi je suis d'accord qu'il se moque de moi. Et l'autre ne peut me manipuler que parce que je me laisse manipuler. Et l'autre ne peut me faire croire des choses que parce que je suis prêt à y croire. C'est moi qui dois me demander, mais comment je peux croire une chose pareille? Que la même situation chez ma copine, je lui dis, mais c'est évident, mais ça se voit que c'est un voleur. Et l'autre lui dit, non, vous le connaissez pas, vous le jugez mal, faut lui donner sa chance. Et ouais, ça fait 4 ans et demi qu'on lui donne sa chance, c'est pas de ce matin. Ça fait 4 ans et demi qu'il dit qu'il est en train de monter un projet, ça fait 4 ans et demi qu'il dit qu'il cherche du travail, ça fait 4 ans et demi qu'il dit qu'on ne l'a pas aidé quand il était jeune, que s'il avait 80 000 euros, il serait déjà millionnaire. Ça fait 4 ans et demi. Mais ce qui reste en réel, c'est quoi? Rien. Quand une fois un gars il m'appelle, il me dit Ramel Chetri. Ramel Chetri. Je dis oui. Il me dit, vous trouvez normal qu'une femme, son mari, au réveil, elle le traite de vaurien? Alors je regarde la femme, je dis, madame, vous traitez votre mari de vaurien au réveil? Elle me dit, Ramel Chetri, quand un gars il se réveille tous les jours à 17h, si vous ne l'appelez pas vaurien, vous n'allez pas l'appeler vaut quelque chose, puisqu'il vaut rien. Le mec il se lève à 17h, c'est gentil qu'il a traité de vaurien. Moi j'avais d'autres adjectifs à proposer. T'as compris ou non? C'est que l'autre il comprend pas pourquoi on le traite de vaurien. Mais t'es bizarre. Ça veut dire que chez toi, le Yeled, il a tué le Zaken. Il l'a tué, il est mort. Il n'y a que le Yeled à l'intérieur, dans le déni de réalité, qui est en train de se baratiner. Mais c'est marqué ici. Vaïtikrevou, Nelai, Kulchem, vous êtes tous venus chez moi, Beir, vous, via. Vous étiez mélangés. Alors prenez pareil la situation. Maintenant j'ai une peur, j'ai une décision à prendre. Je dois acheter la maison, signer pour le magasin, épouser cette fille, faire la lia. Attention, ne regarde pas seulement la situation qui est devant toi. Regarde la personne qui va vers la situation, c'est-à-dire toi. Si tu vois que tu es Beir, vous, via. Si tu vois que ta conscience elle est troublée par ton émotion, si tu vois que tu n'arrives pas à réfléchir, si tu n'arrives pas à poser les choses, si tu vois que tout est amalgamé, si tu vois que tes émotions ils se mélangent avec ta haine et ta rancune et ton envie de réussir et ta peur et ton angoisse et ta névrose, ça veut dire que tu sais déjà que tu es dans les mains du Yetzirara. Donc c'est sûr que les explorateurs, ta réflexion, ta recherche, soi-disant ton analyse, ils vont aller dans le sens de l'échec. Donc si tu veux te planter, tu vas trouver des éléments pour te planter. Si tu veux avoir peur, tu vas trouver des éléments qui vont argumenter ta peur. Si tu veux glander, tu vas argumenter des éléments qui vont te permettre de glander. Parce que ce qu'ils vont aller chercher, c'est ça qu'ils vont trouver puisqu'ils ont été les chercher. C'est comme si toi je te dis, tiens, va dans la réserve, amène du coca. Tu vas pas m'amener du tarama. Bah tu m'as dit d'aller chercher du coca, j'ai dit chercher du coca. Je dis, mais t'as bien vu qu'il y avait du tarama. Mais il y avait une tonne de tarama. Mais moi, j'ai été chercher le coca, parce que tu m'as dit le coca. Je dis, mais là, on est en train de préparer le Shabbat, là. Donc toi, tu réfléchis, tu dis, il y a le coca, il y a le tarama, il y a la salade cuite. Ah, vas-y, amène. C'est comme ça, la vie. Donc, tu dis, non, non. Moi, tu m'as demandé le coca, tu m'as demandé le coca. C'est comme des gens, ils croient parce qu'ils travaillent, qu'ils n'ont pas d'obligation d'éducation de leurs enfants. Ben, moi, je travaille. Mais à ce moment-là, il fallait donner ta semence dans une banque de sperme et faire un dépôt en liquide pour un orphelinat. Mais étant donné que il se trouve que la semence, tu l'as déposée dans une femme qu'elle-même t'a épousée, qui se trouve être tes enfants, donc tu ne peux pas seulement donner à manger, tu es obligé aussi de les éduquer, c'est comme ça. Après tu dis, mais je comprends pas, mais je travaille. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, mais j'ai été chercher le coca. Mais si tu as été chercher que le coca, eux, ils vont aller chercher la cocaïne. Parce que toi, tu étais off. Et quand toi, tu es coca off, eux, ils sont cocaïne. Tu dois être là. Moi non plus, je sais pas.
Ça doit être le Gilgul de Woody Allen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il met l'homme en situation. Ouais. Et cette personne-là, on a dit, elle est troublée. Et elle doit... C'est pour ça qu'il faut analyser le trouble et non pas analyser la situation. Tu sais, c'est comme les rêves. Tu sais qu'il y a une loi, aujourd'hui, qu'on dit on n'interprète pas les rêves. Parce qu'il y a un taux d'erreur dans l'interprétation qui est proche des 182%. D'accord? C'est-à-dire que c'est plus que 100%. Par contre, tu peux analyser la sensation que tu as en te réveillant. Si tu as une bonne sensation, même si tu as fait un rêve horrible, tu dis j'ai une bonne sensation. Si tu as une mauvaise sensation, même si tu as fait un rêve merveilleux, il vaut mieux que tu fasses de la tzedaka, l'équivalent de 1 ou 2 repas, ou tu jeûnes. D'accord, oui ou non? Ça veut dire qu'il vaut mieux analyser la sensation que tu as plutôt que l'image du rêve. Parce que l'image du rêve, elle ne veut rien dire. Moi, une fois, quelqu'un il m'a dit « Ah, Chétrit, j'ai rêvé cette nuit qu'il y avait du sang partout dans la maison. Alors, il va y avoir un assassinat ?» Je fais « Non, ta femme est enceinte, j'y vais avoir une Brit Mila. » Et il y a eu un bébé, une Brit Mila. Il m'a dit « Ah, vous êtes un pro de la teuf. Un prophète. » Je fais « Non, pas du tout. » Je dis « Non, j'ai juste regardé du bon côté. » Maintenant, j'aurais pu imaginer que tu as poursuivi ta belle-mère dans toute la maison avec un couteau et qu'il y avait du sang partout. Mais tu vois, j'ai pas interprété comme ça. Il m'a dit, bon, dommage. Mais c'est quoi l'idée? J'exagère, tout le monde sait que la réalité est bien plus grave. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que de la même manière que dans un rêve, on interprète la sensation, de la même manière, quand tu vas rentrer dans une situation, tu dois regarder comment je me sens. Ouais? Comme tu veux faire un business maintenant. Est-ce que tu sens le deal? T'es bien là? Ou t'as envie d'aller aux toilettes? T'es bien? Voilà, on est là, on est devant le magasin. Il y a le propriétaire, il y a toi, il y a un dépôt de 100 000 shekels. T'es prêt? Si tu le sens pas, ne viens pas. Si Dieu veut, Hachem, je vais manger des mezuzot tous les jours. Non. Non, il faut que tu le sentes. Tu vas le sentir, tu vas venir, on va le faire. On va réussir si Dieu veut, on va réussir. Mais il faut que tu sois là. Tu vas être là, hein. Tu as mis 100 000, ça veut dire que tu vas être là. Tous les jours, on va le faire. On va ouvrir, on va faire la pizza, on va la vendre, on va livrer, on va faire nous-mêmes, on va les faire les 400 000 shekels, on va les faire. Mais tu vas être là. T'as compris ou non? C'est pas que tu me dis, ah non, 100 000, et comment on va faire et après j'arrive pas, et j'ai mal au doigt, et je suis allergique à la tomate. Tu ouvres pas une pizzeria. Et je supporte pas le gluten, et ouais. Ça veut dire Atab et Irvouvia. Ouais, toi tu es mélangé, tu es pas clair, tu es pas net, tu es pas truc. T'es vraiment, t'as rien, tu ressens rien. Ne va pas la choupa. Si ça va venir. Non. Si tu as tout fait, tu t'es débloqué la tête, tu as eu des sentiments, tu t'es investi, tu as appris à l'aimer, tu as enlevé tes peurs, tes angoisses, tes stress, il est extraordinaire, il est super, et tu n'as rien. Ouais, pas parce que tu as peur du mariage, pas parce que tu es bloqué, pas parce que tu as peur de l'intimité, pas parce que tu as vu le mariage de tes parents pourri. Non. Tout va bien et ça vient pas. Tu n'es pas obligé de te marier. Parce qu'il faut un minimum. Parce que même la chaudière, qui va produire des 20 000 kilowatts, elle a une petite flamme. Ça s'appelle la veilleuse. Il y a une petite flamme, et après on envoie du gaz, et ça enflamme la chaudière. Mais il faut une petite flamme. Mais s'il n'y a rien, genre le voisin, bonjour. Il m'appelle pas pendant 15 jours, ça me fait rien. C'est pas évident de se marier. Je lui dis, écoute, il faut bien se marier, hein, de toute façon, tu sais, l'amour, hein, c'est dans les films. Il faut quand même quelque chose. Parce que la dépression aussi, c'est dans les films. Il faut que tu aies une raison de te lever, il faut que tu aies maniaque. Sinon tu dis non, tu sais, on est là, et puis demain on n'est plus là. Nul n'est indispensable, et puis de toute façon, je veux dire, on ne fait que croire les choses auxquelles on croit, hein, tu sais, c'est ce que je crois en tout cas. Ah là, tu deviens dangereux, là, tu es sur la pente du fatalisme dangereux. Ouais? Non. Tu vas aller. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Que Akadosh Baruch Hu, il les a mis dans la situation. Et eux, ils ont fait ce choix-là. Mais qu'est-ce qu'il a dit le Rashi? Regardez, on continue. Donc, eux, ils ont dit, on va envoyer des explorateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Moshe. Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Hachem. Allez dire Rashi, ou Moshe nimlach bashechina.
Moshe a posé la question à la Shekhinah. Amar, Hachem, il a répondu. Écoutez ça, c'est violent. Hein. Mais enfin, on est entre nous, on sait qu'on s'aime tous, donc a priori, ça doit être pour le bien. Il dit, Ani amarti lahem sheitova. Hachem, il a dit, moi, je leur ai dit que la terre, elle est bonne. Amarti lahem sheitova. Sheneema, et elle est etrem mironi mitzraim. Je vous ferai monter de la pauvreté d'Égypte pour vous donner une terre de lait, de miel et de richesse. Hachem, il a promis. D'accord? Donc moi, je vous ai dit qu'elle est bonne. Et vous voulez envoyer des explorateurs? Oui. À chaque fois que je fais ce cours, je raconte une histoire. C'est comme un diamantaire à Anvers. Le gars, il a commencé à travailler dans le diamant à l'âge de 22 ans. Il s'est marié à 23. Grâce à Dieu, sa femme, elle est tombée enceinte. Elle a eu un petit garçon. Et après, la machine s'est cassée. Elle n'a plus eu d'enfant. Donc, ils ont eu un enfant unique. Et lui, il travaille dans le diamant. Tous les jours, il voit des diamants, des diamants, des diamants. Il adore son fils. Il sait que si Dieu veut un jour, son fils à 20, 21, 22, il va lui amener une belle kala. Il va lui offrir le diamant pour les fiançailles. Ouais, pour la bague de fiançailles. Et lui, en 20 ans que son fils y grandit, à chaque fois qu'il voit un très beau diamant, le plus beau, il le garde pour son fils. Après, il avance encore 1 an, 2 ans, l'enfant, il a 6 ans, 7 ans. Il retombe sur une pièce extraordinaire, 19 carats d'Afrique du Sud, une pureté incroyable, une lumière, une neshama. Il le prend pour son fils. Et après, quand il a 13 ans, il trouve un diamant encore plus beau. Il vend celui-là, il garde le plus beau, et le plus beau, et le plus beau. Il arrive maintenant aux fiançailles. Donc imaginez ce gars-là, il a vu peut-être 22 millions de diamants depuis qu'il travaille dans le diamant. Et le plus beau de tous les diamants, il a sélectionné, il l'a gardé pour son fils. Et le jour des fiançailles, il a fait monter la bague. Tiffany, ouais. Il a dit, mon fils, avec ta maman, tu es notre diamant. Il dit à la Kala, voilà le diamant, voilà la bague, cette pierre que j'ai sélectionnée en 22 ans, elle est pour toi, et j'espère que, comme cette bague, si Dieu veut, ton mari restera aussi un solitaire. C'est pour ça qu'on lui offre un solitaire, parce qu'on espère bien qu'il n'y aura personne d'autre sur la bague. C'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Alors, et l'enfant, il prend cette bague, il voit le beau diamant, là c'est déjà un 24 carats. Vous pouvez en trouver juste à côté de Boucheron, là-bas, place Vendôme, ça s'appelle Taboz. Il voit ce beau diamant, il regarde son père dans les yeux comme ça, mais en toute objectivité, hein, sans aucun mépris, sans aucune agressivité. Il lui dit, papa, ça te ne dérange pas si je le fais expertiser? Vous avez compris ou non? C'est ce qu'il a dit à Hachem. Amarti la hem chez Itova. Je leur ai dit qu'elle était bonne. Ouais. Et si vous allez dire, bon, écoute, c'est une histoire qui concerne un gars qui n'a pas compris que son père, il veut le meilleur pour lui. C'est un gars qui n'a pas compris que Hachem, il veut le donner la terre d'Israël qui est la meilleure. Non. Vous êtes des parents, oui. Des grands-parents, peut-être même des arrière-grands-parents. Oh, Hachem. Ouais. Combien de fois on a fait des choix pour nos enfants qu'on pense être les meilleurs, et eux, ils ont quand même décidé de faire autrement. Amarti la hem chez Itova. Tu crois que j'ai donné ma vie pour un truc qui est débile? Donc ça doit être bien. Mais l'enfant, il va faire quand même autrement. Genre, j'ai envie de faire mon chemin. Il ne comprend pas que quand il fait son chemin, en fin de compte, il écoute le Yetzer Hara. Parce que pourquoi les gens qui l'aiment, ils ne vont pas lui donner le meilleur? Mais quand même, vous avez compris ou non? C'est-à-dire que dans tous les choix, souvent, on est en face de quelqu'un qui nous a dit « je te donne le meilleur ». Et encore une fois, si on en a Emouna, on sait que ce qui est en face de nous, c'est ce qui est le meilleur. Donc c'est pas seulement à l'époque, les explorateurs, ils n'ont pas compris que le bon Dieu, il leur a dit « non, 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 non ». Si tu as la Emouna, ça veut dire que ce qui est en devant toi, c'est qu'Hachem te dit « Amarti la hem sheitova »« Amarti lecha sheitova » Tu t'es marié, le Khatam Sofer, il dit, si tu es passé sous la choupa, c'est ton zivoug. Donc tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est des bêtises. Bon, le Sfat Emet, il va plus loin, il dit, si un bébé qui est né, c'est ton zivoug. Donc comment les gens mariés, ils divorcent? Je t'ai donné un bébé. Tu crois qu'il est né par accident biologique ou quoi? Je t'ai donné un bébé.
C'est qu'Hachem, il te dit, Ani omer lecha sheitova. Ani omer lecha sheitova. Et toi, tu lui trouves des défauts. Mais va voir que les 3/4 des défauts que tu trouves à ton conjoint, ça n'est que le transfert des tiens que tu n'arrives pas à assumer. Parce que Ania marti lecha sheitova. Vous avez compris ou non? Voilà. On continue ou vous saturez? On continue. Alors Rashi, à la fin, il dit une phrase. Mais il a vraiment... Je m'excuse, mais... Moi, à chaque fois que je la lis, elle me choque. Mais je vous la dis quand même. Parce que je vous aime beaucoup et au pire, vous allez grandir. Au pire. Tous les ans, Shabbat, Parashat Shlach, je fais le même Dvar Torah à mes enfants. Ne croyez pas que je viens pour vous faire souffrir. Eux aussi, je les fais souffrir. Après, les rabbinim, ils me disent, écoute, ton fils, il a 17 ans, il est plus mature que moi, je comprends pas, bon. Regardez ce qu'il a dit à Hachem. Il a dit, Ani amarti la em sheitova, moi je leur ai dit qu'elle est bonne. Et eux, ils veulent envoyer les explorateurs. Regardez la suite, elle est violente. Chayem, Hachem, il a juré. Chayem, par leur vie. Chez Ani noten la em makom le taout. Que je vais leur donner un endroit pour se tromper, c'est-à-dire une occasion de se tromper. Bédivré meraglim, dans les paroles des explorateurs. Les ma'an lo irashua, afin qu'ils ne l'héritent pas. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont envoyer les explorateurs vont aller, non, ils ont peur, comme ils ont peur, ils envoient les explorateurs, ils vont aller, ils vont voir des défauts, ils vont voir Eretz, Sochelet, Yoshvea, ils vont voir des enterrements, ils vont voir des fruits, ils vont voir des fruits énormes, ils vont voir des géants, ils vont avoir peur, ils vont revenir, ils vont faire peur au Ham Israël, ils vont pleurer, ils vont avoir peur, Hachem il va se dire, je comprends pas, vous avez peur alors que je vous ai fait des centaines de miracles, alors il dit, puisque c'est comme ça, il s'est mis en colère, et hop, il les a condamnés tous à mourir dans les 40 ans dans le désert. Ça va? Ça c'est l'histoire, parce que vous avez lu la paracha vous. Oui? Mais là, c'est au moment où Moshe Rabbeinu, il demande à envoyer les explorateurs. Donc pour l'instant, rien ne s'est passé. Ça va? Rien ne s'est passé. Mais Hachem, lui, il a raconté l'histoire jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire qu'avant qu'ils partent, il leur a dit, mais sachez, vous n'avez pas confiance. Alors, vous allez envoyer les explorateurs, ils vont se tromper, ils vont vous faire peur, vous allez avoir peur, vous allez pleurer, je vais m'énerver et je vais vous condamner à mourir dans le désert. Qui l'a dit ça? Les ma'an lo irashua, afin que vous ne l'héritiez pas. Ça veut dire quoi? Mais c'est violent. Ça veut dire qu'en fait, l'histoire, elle était terminée depuis le début. Vous avez compris ou non? Si vous allez me dire, mais alors quoi? Mais alors, ils étaient condamnés. En un mot, hein. C'est la fatalité, c'est du déterminisme. Mais non! Ça veut dire que ton histoire, elle est fabriquée par tes choix. C'est comme le gars, il fait rien, il travaille pas, il lit pas des livres, il fait pas des maths, il fait pas de la Mishnah, il fait pas de la Gemara, il regarde que des émissions débiles, il joue au billes toute la journée, et à 19 ans, il se présente au concours de l'ENA. Non, tu vas pas au concours de l'ENA, tu sais même pas lire. Toi, tu vas aller au concours de l'ANE, c'est les mêmes lettres. A-N-E, tu peux réussir. L'Hmar. Mais l'ENA, tu peux pas réussir à l'ENA. Comment tu vas réussir à l'ENA? Tu es un âne. Maintenant, vous comprenez que c'est impossible, non? Oui, non? Vous comprenez que c'est impossible? Ça marchera jamais. Ok. Vous avez compris ou non? Ça veut dire quoi? C'est très très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem leur dit que la fin de l'histoire, elle est déjà inscrite. Maintenant, vous le dites tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, vous dites sauf ma'aseh, b'machashava techila. Sauf ma'aseh, b'machashava techila. C'est-à-dire, comment tu es rentré dans ton mariage? Comment tu es rentré? Comment tu as conçu cet enfant? Comment tu es rentré dans ce business? Comment tu as fait ta alia? Comment tu es rentré? Comme tu es rentré, comme ça tu es rentré. Comme ça tu es sorti. Vous avez compris ou non? C'est pas que tu es condamné, c'est pas qu'Hachem t'a dit, ouais, comme Hachem il est susceptible, alors il est nerveux, alors il est vexé, alors il dit, ah ben puisque c'est comme ça, eh ben, je vais faire que les miraglim se trompent, et je vais faire, non, je vais rien faire du tout, c'est vous qui allez faire ça, vous tout seul. Vous, tout. Depuis le départ, les ma'an lo irashua, vous-même, vous allez créer ça. C'est-à-dire que c'est toi qui prépares ton échec. Vous savez que les gens,
Une fois, un gars, il est venu, il s'est marié. Il m'a dit, Rabbi Shetter, écoutez, j'ai un certain nombre de points que je ne suis pas d'accord. J'ai écouté votre cours de préparation sur le mariage. Je pense que, malgré qu'on est marié, écoutez, on peut quand même avoir une vie de célibataire. On a le droit d'avoir des copains, de partir une semaine ou deux avec tes copains. Je pense qu'on n'est pas obligé de sortir toujours avec sa femme. Je pense que la bonté, faut que ça soit du donnant-donnant. Je pense que c'est bien d'avoir un compte personnel. Je trouve normal de ne pas dormir dans la même chambre. Alors je lui dis, tu sais quoi? T'es marié là? Il m'a dit oui. Je lui dis, est-ce que tu veux que je te calcule ta date de divorce? Il m'a dit, mais je comprends pas, je viens pour vous expliquer juste que je suis pas tout à fait d'accord avec votre point de vue. Mais je parle pas de mon point de vue à moi. Moi, je te demande, est-ce que tu veux que je te calcule la date du divorce? Il me dit, mais ça veut dire quoi? Je dis, mais c'est comme un gars qui achète une voiture, et dedans, il y a 20 litres d'essence, et que moi, je sais que la voiture, elle fait du 20 litres au 100. Je peux jurer sur la tête de ta mère que dans 100 km, la voiture, elle va tomber en panne. Maintenant, toi, tu t'engages dans ton mariage avec l'égoïsme, l'orgueil, la gava, l'obstination, la lourdeur. Tu veux rester un célibataire, tu veux pas de solidarité, tu veux pas de communion, tu veux pas de communication, mais je te calcule la date du divorce facile. Donc tu vas venir dans un an, tu vas me dire oui, on n'a plus rien en commun, de toute façon elle me saoule, puis moi c'est pas comme ça que je la voyais, et puis elle est sur ma tête, et puis elle me lâche pas, et puis moi j'en ai marre, et j'ai envie de kiffer, j'ai envie de vivre, j'ai envie de truquer. Je dis donc, je t'avais prévenu. Parce que tu es parti avec les ingrédients. Vous savez, c'est un truc bizarre, hein, mais ce que vous mettez dans la marmite, c'est ça que vous trouvez. Non, c'est vrai. C'est rare de faire une dafina, et quand tu l'ouvres Shabbat matin, tu trouves une tourte aux épinards. C'est rare. Ou tu connais pas la recette, ou il y a un genoun qui est rentré dans la marmite. J'ai enfin une tourte aux épinards, mais que s'est-il passé? Donc ce que tu trouves dans la marmite, c'est ce que tu mets dedans. Maintenant, tu mets de la douceur, de la gentillesse, de la finesse, de la bonté, de la reconnaissance, du travail sur soi, de la remise en cause, de la pureté, de la kedusha, de la sniout, de la prière, des teilim et de la patience. Tu trouves une chose. Maintenant, tu mets de l'égoïsme, de la lourdeur, de la bêtise, de la perversité, de la méchanceté, de la touma, des films dégueulasses, de l'ambiance pourrie, des amis tordus, de l'alcool, de la coke. Après, c'est ça que tu vas trouver. C'est ça que tu vas trouver. C'est ce qui est marqué. Il a dit... Je vais vous donner de quoi vous tromper. Alors si quelqu'un il va dire, oui mais alors pourquoi il a donné un endroit pour se tromper? Vu qu'il a vu qu'ils étaient déjà fragiles, il n'aurait pas dû mettre un endroit. Mais parce que le problème c'est ça le problème. Le problème c'est que la seule manière de faire quelque chose de bien, c'est de prendre le risque de faire quelque chose de mal. La seule manière de grandir, c'est de sublimer le désir de rester petit. La seule manière de gagner de l'argent, c'est prendre le risque d'en perdre. La seule manière de faire des muscles, c'est d'avoir mal au bras. La seule manière de devenir intelligent, c'est d'avoir mal à la tête. Maintenant, toi, tu dis non, on ne pourrait pas trouver un système où on pourrait éviter les défauts pour atteindre les qualités. Non, il y a plein qui me demandent ça. Ils me disent, Rav, on ne pourrait pas trouver un système facile, gentil, sympathique, où il fait beau, tout le monde est gentil, où il n'y a que du bien, il n'y a que Yetzerat Tov, que des mitzvot, que Hachem, que Mashiach. Je dis, ça existe, ça s'appelle Disneyland. C'est des endroits où il fait toujours beau, il y a du soleil, les maisons elles sont en couleur, il y a de la musique dans la rue. Et si Dieu te prête vie, tu assisteras à la grande parade. C'est ça, il y en a qui attendent Mashiach comme la grande parade. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu crois que le gars il s'est pris la tête à prendre 600 dapim de Gemara par an? Tu crois toi? Pendant que l'autre, il était sur la plage, à chanter Mashiach, Mashiach. Aïe. Je dis quand même, il y a un problème, non? Ils viennent chez moi, ils disent alors, qu'est-ce qu'il attend, Mashiach? Il est là avec Christine. Alors, Christine, qu'est-ce qu'il attend, Mashiach? Qu'est-ce qu'il attend pour arriver? On n'en peut plus. On veut la goula, Je dis, mais comment il va t'envahir la goula, Gabriel? S'il arrive maintenant le bon Dieu, il dit, allez, Mashiach, hop, on y va. Mais qui c'est celle-là? C'est Christine, elle est en voie de conversion. Mais est-ce qu'on peut cachériser le jambon? Mais c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu n'acceptes pas, en fin de compte, que quand Hachem il te met devant une situation,
Ça veut dire que la situation, elle est là pour te faire grandir. Elle est là pour toi, pour que tu grandisses. Ouais. Mais alors, c'est pas facile de grandir. Ça fait mal au ventre de grandir. Ouais. Parce que prendre des décisions, ça fait mal au ventre. Assumer ses choix, ça fait mal au ventre. Aller au bout, ça fait mal au ventre. Supporter la différence de l'autre, ça fait mal au ventre. Attendre, donner du crédit à un enfant qui te déçoit, ça fait mal au ventre. Eh bien, ce mal au ventre-là, ouais, on appelle ça la maturité. Ouais. Tu vas payer ton loyer tous les mois et tu es content de le payer. Tu rembourses l'argent que tu dois et tu es content de le payer. Tu mets une énergie incroyable pour que ta femme soit heureuse et tu es content de payer ta dette. Et que ton mari soit content et tu es content de payer ta dette. Et tu passes 6 heures à préparer le Shabbat qui vont avaler en 3 fois de 30 minutes et tu es content de préparer Shabbat. Mais si toi ça t'étouffe de préparer Shabbat, ne t'étonne pas qu'il n'y a personne à table. Quand pas, vous restez pas à table. Alors pourquoi je me suis fatigué? Mais tu l'as fait avec le Ummah, le Shabbat. Tu t'es étouffé. Quand tu coupais les carottes, à qui tu pensais? Hein? À qui? À quelle personne? C'est ça ton problème. Tu l'as fait le Shabbat avec la Ummah. Et combien d'années on peut manger un Shabbat de Ummah? Alors on ne le mange plus. On ne le mange plus. Après, ils ne viennent pas à table. Après, ils restent 10 minutes à table. Après, ils ne viennent pas à table. Après, Bichal, ils ne viennent pas Shabbat. Après, ils te disent ça nous saoule. Après, ils vont faire du tennis. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat que tu leur as donné. Maintenant, oublie le Shabbat. Toi et la vie, toi et la réalité. Ouais. Ce que tu mets dans ta mitziout, ce que tu mets dans ta réalité chaque jour. En fin de compte, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devant un choix. Et Hachem te pose la question. Ouais. Est-ce que tu accueilles le choix avec la Emouna ou sans la Emouna? Avec le bitachon ou sans le bitachon? Ouais. Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu as confiance en eux? Est-ce que tu sais que tu vas réussir? Est-ce que tu veux développer ce business? Est-ce que tu veux finir cette Gemara? Est-ce que tu veux écrire ce livre? Est-ce que tu veux soutenir cet orphelinat? C'est est-ce que tu veux ou non? Et après que tu as décidé si tu veux ou non, ouais, envoie des explorateurs. Maintenant, quand tu envoies les explorateurs, ils vont trouver des choses. Eh bien, au Hachem, tu veux réussir, tu vas trouver des explorateurs qui vont t'aider. Tu vas trouver les moyens. Toi, au fond, tu n'y crois pas et tu te débarrasses. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, un rave, il m'a dit, voilà, il y a tel donateur, tu vas aller le voir, tu vas lui demander 5 millions de dollars. Je lui dis la vérité, moi j'ai honte de demander 500 euros. Alors j'ai dit, je ne peux pas y aller. Il m'a dit, mais si, Bessiata d'Ishmaïa, Besrout Rabbi Shimon Bar Yochai. Je dis, ok. Ouais. Mais là, il y a un srout de 1 milliard, et là, il y a un potentiel. Mais le fil conducteur, et le Coran, il ne passe pas. Je ne suis pas formaté 5 millions de dollars. Il y en a qui trouvent ça normal, moi je trouve ça incroyable. Donc si moi j'y crois pas, ça ne marchera jamais. T'as compris comment ça marche? Moi je crois, je veux dire, je crois à 200 000 euros. Je crois qu'un gage, je peux lui dire, voilà, il y a un gosse qui a le cancer, il faut 200 000 euros. Je peux demander à quelqu'un 200 000, mais je ne peux pas demander 5 millions de dollars, j'arrive pas. Ça ne me passe pas. J'arrive pas, je les vois étalés comme ça, je dis, mais je vais lui demander ça. Attends, c'est comme si je lui scie une jambe avec une scie à métaux. Je lui dis, allez, c'est pour la mitzvah. Donc l'idée, c'est ça. C'est que maintenant, moi, parce que je ne me sens pas d'une réalité qui n'est pas adaptée à moi, mais la réalité que Dieu m'a donnée, d'accord? Mes enfants, ma famille, ma communauté, les gens qui sont en face de moi, les épreuves que Dieu m'envoie. Parce que moi aussi, j'ai des épreuves comme vous. Hein. Pourquoi j'ai pas d'enfants, moi? Ouais, pourquoi on dit pourquoi un juif n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur? Parce qu'il va s'arracher les cheveux. D'accord? Il y en a qui ont réglé le problème. Ouais, mais c'est quoi l'idée? C'est normal. Tsar Gidul Banim, ouais. Amalenu Zeabanim. C'est marqué dans la Gada, non? Amalenu, le Amal, c'est nos enfants. C'est difficile l'éducation, ouais. C'est sûr. Quoi qu'il dit, ça c'est tout s'est bien passé, tout était facile. Celui-là, il ne s'est pas encore réveillé. Quand il va se réveiller, ça va être un cauchemar. Donc c'est l'inverse. Que quoi que la personne, elle voit comment Akadosh Baruch Hu, il crée cette réalité qui est en face de lui, et par rapport à ça, il va aller vers cette réalité. Avec la force, avec la Emouna. La preuve, c'est que 40 ans après, Raoudon Kolo, ouais, ils ont demandé des explorateurs avec Yehoshua. Hachem n'a rien dit. Et c'était normal de le faire, et ils l'ont fait. Mais quelle différence entre là et 40 ans après? C'est que pendant 40 ans dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le désert, les Bnei Israël?
Ils étaient dans les Hanan Kavod. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu le puits de Myriam. Ils étaient protégés. Ils avaient la nuée devant eux qui leur donnait la direction. Ouais. Et ils étudiaient la Torah toute la journée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Du commerce, ils ont fait Manhattan, la bourse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étudié la Torah toute la journée. Ça va? Donc en fait, qu'est-ce que c'était ces 40 ans dans le désert? C'était les 40 ans pour réparer et pour leur donner la Emouna qu'ils n'avaient pas en sortant d'Égypte. Maintenant qu'ils ont la Emouna, maintenant qu'ils ont étudié, maintenant qu'ils ont la tête claire, alors ils disent, on va rentrer en Eretz Israël. Ça serait logique d'envoyer les explorateurs, il n'y a pas de problème. Mais tu n'envoies pas les explorateurs parce que tu as peur. Tu envoies les explorateurs parce que dans une démarche qui est miraculeuse de gagner la guerre, tu dois suivre le chemin du Olam. Le Derech HaOlam, c'est quoi? C'est la Ishtadlut normale d'envoyer des explorateurs. Donc comme tu n'envoies pas des explorateurs parce que tu as peur, mais tu envoies des explorateurs pour limiter le miracle, alors ça c'est une mitzvah d'envoyer des explorateurs et on ne va pas te le reprocher. Donc ça veut dire que le même acte d'envoyer des explorateurs ou de ne pas envoyer des explorateurs, est-ce qu'il a un acte de Emouna ou est-ce qu'il a un acte d'Apikorsut? Ça dépend dans quel esprit tu le fais. Il a fallu 40 ans pour construire, pour enlever la peur qu'ils avaient. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que c'est toute une génération qu'il a fallu éduquer. Donc ne regardez pas ceux qui sont morts. Regardez ceux qui ont été éduqués. Moi, mes enfants, moi, je leur dis, faites de la yeshiva, faites un peu de kollel. Peut-être que vous allez travailler, peut-être que vous allez devenir faire des études, peut-être que vous allez faire du chol, c'est pas grave. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être des tzadikim. Maintenant, on ne peut pas être un tzadik si on est à Maaretz. On ne peut pas être tzadik si on est ignorant. Et vous avez reçu la Torah. Et quand vous étiez collé le man, vous avez mangé la manne, parce que l'onitna lidrosh, l'onitna Torah lidrosh et la man. La Torah n'est donnée à être expliquée qu'à ceux qui ont mangé la manne. Et c'est quoi la manne? C'est min hashamaim. C'est lechem min hashamaim. Parce que si tu es payé par le gouvernement, ou si tu es payé par tes clients, tu peux jamais savoir si tu es payé parce que tu es un fonctionnaire, ou si tu es payé parce que tu es un bon vendeur. Mais quand tu es un kollelman, et que chaque mois, le Rav te dit, tu sais, je ne sais pas si ce mois-ci, on ne sait pas, mais toi, tu dis, c'est pas grave, moi, de toute façon, j'étudie, tu es en train de manger de la manne. D'accord? Quand tu manges de la manne, donc tu manges de la manne, ça veut dire que tu produis une Torah de sacrifice. Une Torah de sacrifice, c'est pas une Torah de kiff. C'est pas que tu as 200 000 euros dans ton compte et tu dis, tiens, le soir, je vais aller au cours. Là, tu dis, j'ai rien dans le compte et je vais aller étudier. Et là, tu trouves des hidushim incroyables. D'accord? Maintenant, pour que les Bnei Israël, ils atteignent cette madriga-là, de bitachon et de confiance en Dieu, de croyance en Dieu, même si après, ils vont rentrer dans le chol, ils vont rentrer dans le travail, ils vont devenir des agriculteurs, ils vont devenir... Mais 40 ans, ils ont étudié. Ils ont pris cette Torah avec eux. Alors après, quand ils vont rentrer dans la réalité, ils vont rentrer avec une force extraordinaire. Ils vont rentrer avec un bitachon, parce qu'ils ont vu comment Hachem il les aide, ils voient comment Hachem il est avec eux, ils ont compris la puissance de la Torah, ils voient l'importance de la prière, ils voient comment Hachem il leur a fait tous ces micro-miracles qui sont la réalité de celui qui étudie la Torah. Alors maintenant, ils peuvent rentrer dans le monde chol, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Parce qu'ils seront des docteurs, Talmidei Chachamim, et ils seront des ingénieurs, Talmidei Chachamim, et ils seront des métavers, Talmidei Chachamim. Mais pas qu'ils vont être des Améharetzim, et qu'après toute leur vie, ils vont se demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pu, est-ce que j'aurais su, et en fin de compte, ils vont passer à côté des choix, simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la préparation qu'il fallait. Or, comme déjà que tu vois que les 3/4 des gens qui divorcent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la préparation. Les gens, ils ont des problèmes dans la vie parce qu'ils n'ont pas eu la préparation. Les gens, ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants parce qu'ils n'ont pas eu la préparation. Alors, si toi, tu peux prendre cette préparation, ouais. Et si quelqu'un il va dire, oui, mais maintenant, voilà, la vie, elle est passée, tout ça, c'est un petit peu tard pour nous faire ce cours, le Rav, il aurait fallu le faire il y a 20 ou 30 ans. Mais à Odon Kolo, si vous croyez en Dieu, vous savez que c'est pas que dans les 10 ans, c'est pas que dans la semaine d'après, c'est que demain, vous aurez besoin de cet enseignement. Et en tant que grand-père, vous l'aurez besoin. Et en tant que mari de 40 ans de mariage, vous aurez besoin. Et en tant que papa de vos enfants de 40 ans, vous aurez besoin. Et en tant que choix de business, vous aurez besoin. Et en tant que gestion d'une discussion avec un petit-fils qui est en train de péter un câble, vous aurez besoin. Vous comprenez ou non? Pourquoi? Parce que c'est la même Torah. C'est la même Torah, tu l'étudies à 14 ans, tu l'étudies à 20 ans, tu l'étudies à 30 ans, tu l'étudies à 40 ans. Ve'agitabo yomam valaila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, la Torah, elle est la même, mais toi tu changes. Et comme toi tu changes, tu lis une autre Torah.
Donc tu as des autres questions, et la Torah elle te donne des autres réponses pour répondre à tes autres problèmes. C'est pour ça que jamais il faut s'arrêter d'étudier la Torah. Jamais. Oui, jamais. Il faut continuer à aller au cours, il faut apprendre par soi-même. Aujourd'hui, vous avez des livres, vous avez des rabbanim. Je sais que le Rav ici, il fait très attention, il amène des conférenciers pour vous faire rigoler, mais à part ça, vous avez des cours, Baruch Hashem, de Torah, d'accord? Donc vous assistez aux cours, vous travaillez, vous avez des livres en français, vous avez des sites internet, vous avez des Baté Midrashot, Natania, Baruch Hashem, une ville de Torah. Donc vous avez la possibilité de le faire. Alors armez-vous, remplissez-vous, oui? Pourquoi? Parce que sachez que les difficultés que vous rencontrez, elles sont, je vous dis et je répète, à 90% à cause du manque de préparation. Et la force du Satan, c'est ça. C'est de vous mettre en surprise, que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, et que sur le moment même, vous faites une gaffe. Et après, vous aurez tout le temps de dire si j'avais su, si j'avais su. Alors faites-moi plaisir. Ne dites plus si j'avais su, parce que vous savez. Et ne dites pas j'étais pas préparé, parce que vous êtes préparé. Et ne dites pas j'ai pas vu les choses arriver, les choses, parce que je les ai vues arriver. Ça va? Voilà, Chazak ou Baruch. Chazak. Le jour où tu vas comprendre que 90% de ta vie, tu la suscites toi-même. Il y en a des gens qui te disent il y a la bagarre, mais ils veulent la bagarre. Il y en a, ils aiment la bagarre. Et comme t'es les vafrem, ça t'amène à Einechem. Et ce que tes yeux ils vont voir, c'est ce que tu veux au fond. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on refuse, qu'on se plaint, qu'on est dans le déni, qu'on préfère être ailleurs, qu'on est sûr que c'est de la faute de l'autre, à chaque fois, c'est un problème de Emouna. C'est comme ça qu'il faut vivre. Chaque jour, il faut que tu saches pourquoi tu as vécu cette journée-là. Certaines émotions t'empêchent de réfléchir. Si tu vois que tu n'arrives pas à réfléchir, si tu n'arrives pas à poser les choses, si tu vois que tout est amalgamé, si tu vois que tes émotions ils se mélangent avec ta haine et ta rancune, et ton envie de réussir, et ta peur, et ton angoisse, et ta névrose, ça veut dire que tu sais déjà que tu es dans les mains du Yetzer Hara. Ça veut dire que ton histoire, elle est fabriquée par tes choix. C'est comme le gars, il fait rien. Il travaille pas, il lit pas des livres, il fait pas des maths, il fait pas de la Mishnah, il fait pas de la Gemara, il regarde que des émissions débiles, il joue au billes toute la journée, et à 19 ans, il se présente au concours de l'ENA. Non, tu vas pas au concours de l'ENA, tu sais même pas lire. Toi, tu vas aller au concours de l'ANE, c'est les mêmes lettres, A-N-E, tu peux réussir. Mais ce que vous mettez dans la marmite, c'est ça que vous trouvez. Non, c'est vrai. C'est rare de faire une dafina, et quand tu l'ouvres Shabbat matin, tu trouves une tourte aux épinards. C'est rare. Ça veut dire que la situation, elle est là pour te faire grandir. Elle est là pour toi, pour que tu grandisses. Mais si toi, ça t'étouffe de préparer Shabbat, ne t'étonne pas qu'il n'y a personne à table. Pourquoi vous ne restez pas à table? Alors pourquoi je me suis fatigué? Mais tu l'as fait avec le Ramma, le Shabbat. Tu t'es étouffé, quand tu coupais les carottes, à qui tu pensais? Hein? À qui? À quelle personne? Tu l'as fait le Shabbat avec la Ramma. Et combien d'années on peut faire le Shabbat de Ramma? Alors on ne le mange plus. Ça fait mal au ventre de grandir. Ouais. Parce que prendre des décisions, ça fait mal au ventre. Assumer ses choix, ça fait mal au ventre. Aller au bout, ça fait mal au ventre. Supporter la différence de l'autre, ça fait mal au ventre. Attendre, donner du crédit à un enfant qui te déçoit, ça fait mal au ventre. Eh bien, ce mal au ventre-là, ouais, on appelle ça la maturité. Et si quelqu'un il va dire, oui, mais maintenant, voilà, la vie, elle est passée, tout ça, c'est un petit peu tard pour nous faire ce cours, le Rav, il aurait fallu le faire il y a 20 ou 30 ans. Mais à Odon Kolo, si vous croyez en Dieu, vous savez que c'est pas que dans les 10 ans, c'est pas que dans la semaine d'après, c'est que demain, vous aurez besoin de cet enseignement. Et en tant que grand-père, vous l'aurez besoin.
Et en tant que mari de 40 ans de mariage, vous aurez besoin. Et en tant que papa de vos enfants de 40 ans, vous aurez besoin. Et en tant que choix de business, vous aurez besoin. Et en tant que gestion d'une discussion avec un petit-fils qui est en train de péter un câble, vous aurez besoin. Comprenez ou non?